Bienvenue pour ce deuxième live de Culture Prohibée, une version vidéo de votre émission radiophonique préférée, animée par l'équipe des films de la Gorgone. Nous espérons en cette période de confinement que vous allez toutes et tous très bien. Et pour vous occuper pendant ce confinement, je vous rappelle que grâce à Radiographique, oui, un peu de pub, grâce à Radiographique qui coproduit l'émission Culture Prohibée, continue d'être diffusée en France et en Belgique. Et vous pouvez aussi nous podcaster sur Deezer, Podcast et Spotify. C'est aussi Culture Prohibée, un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.fr. Aujourd'hui, pour nous aérer la tête, on va aller visiter les grands espaces. Voilà. On va aller se promener, alors beaucoup aux États-Unis quand même, hein, en tout cas de l'autre côté de l'Atlantique. Et on va vous parler, aujourd'hui on a décidé de faire une émission thématique pour vous causer de la exploitation. Alors, la exploitation, mais qu'est-ce que c'est que la exploitation? Bon, c'est simple, hein, en gros. Hein. Alors je sais que certains vont contester, certains puristes de la langue française vont contester l'emploi d'un anglicisme, mais je vois pas trop d'équivalent en fait à ce terme pour désigner un genre de film ou un sous-genre de film, parce qu'en l'occurrence, hic veut dire un peu pecno, quoi, voilà, en langage un peu châtié aux États-Unis. Et la exploitation, donc c'est l'exploitation de films avec des pecnos, donc c'est des films qui mettent en scène des pecnos, voilà, pour faire simple. Et puis alors pour compléter un peu votre culture sur le sujet, on vous conseille un ouvrage qui maintenant doit être assez difficile à trouver. C'est un ouvrage paru chez Rouge Profond. Donc c'est Redneck Movie, c'est un ouvrage de Maxime Lachaud. Redneck Movie, ruralité et dégénérescence dans le cinéma américain. Voilà. Alors, ouvrage là vraiment très 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 complet et passionnant sur le sujet, où d'ailleurs on y traite de films dont on va parler aujourd'hui. On a tous fait une petite sélection, notre équipe, de films de exploitation, donc qui mettent en scène des pecnos souvent violents, qui rigolent pas, mais des fois des pecnos gentils aussi, des bons gars du Sud, des bons petits bootleggers qui font du moonshine, voilà, un truc sympathique à boire, une version du whisky, on va dire, qui fait du mal à ton estomac. Alors, pour causer donc whisky, comment dire, violence dans les bois et compagnie et pecno, je suis accompagné de ma fine équipe, de la fine équipe de Culture Prohibée. Et on va commencer par le plus jeune de la bande, hein, comment dire, notre bête noire de Compiègne, hein, c'est Damien Demey, un archéologue animal en quête de culture souterraine et oubliée. Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous entendent et maintenant nous voient. Alors oui, on ne sait pas s'il regrette de nous voir ou pas. Tant pis, c'est comme ça. Maintenant, je vais passer parce qu'il y a des mythes qui peuvent se briser. Par exemple, il y a un homme qui était considéré comme le plus bel organe vocal de l'histoire de la radio. Je veux bien sûr parler de John Ferret. John Ferret dit l'homme mystère, un libraire fou en ce moment privé de lecteurs. Et pour celles et ceux qui croyaient qu'avec cette voix se cachait un physique qui mélangeait Brad Pitt et Georges Clooney, eh bien non, John est un type comme les autres en fait, mais pas vraiment non plus. Salut John. Salut à tous et à tous, et n'oubliez pas, le charme et la beauté ne sont qu'intérieurs, cher ami. C'est exactement ce que me disait Leatherface hein, il n'y a pas longtemps au téléphone. et puis, et puis, comment dire, le dernier acolyte qui va nous rejoindre, évidemment, lui se moque complètement du confinement lorsque chaque nuit de pleine lune, il se transforme en loup-garou picard. Je veux bien sûr parler de notre ami Thomas Roland. Thomas Roland qui passe son temps enfermé à rédiger des critiques pour la revue Griffe, pour le site cultureaupoint.com. Salut Thomas. Salut John, salut Damien, salut GG et bien sûr et évidemment bonjour à toutes. Mais cependant, les nuits de pleine lune, il n'y a pas grand monde dans les rues en ce moment. Hein. C'est parce qu'ils sont tous derrière leur ordinateur en train de regarder Culture Prohibée. Culture Prohibée spéciale Exploitation. Alors la Exploitation, c'est bon, on dit que le genre est lancé par le film Délivrance, mais c'est aussi tout un ensemble de films hein, qui confrontent les urbains à la violence rurale, souvent au Texas d'ailleurs. Le film aussi culte, hein, c'est évidemment Massacre à la tronçonneuse. Mais dans les films cultes, il y a un film de 1977 qui est signé Wes Craven et qui s'appelle la colline à des yeux. La colline à des yeux qui est un film qui a la particularité d'avoir connu une suite réalisée par Wes Craven et d'avoir été remaké par Alexandre Aja en 2006
qui a aussi connu une suite. C'est assez rigolo. Et la suite n'est pas le remake du 2 originel. Voilà. Mais nous, on va parler tout d'abord du film de Wes Craven, qui est disponible dans une super édition chez Program Store, un gros coffret, avec également le 2, d'ailleurs, qui est en bonus. Bon, le 2 comme bonus, c'est bien, parce que il n'arrive pas vraiment à la cheville du premier, on va dire ça comme ça. Donc, grand classique du film de la exploitation. Donc, on va parler de ce film-là, puis on va aussi parler du film d'Alexandre Aja qui est sorti chez Fox en 2006, certainement le meilleur film d'Alexandre Aja d'ailleurs. Donc, La colline à des yeux. Donc, eh bien, les amis, j'ai envie de demander à John un peu La colline à des yeux. Qu'est-ce que ça lui évoque? Tu vois ce que je veux dire? La colline à des yeux, film réalisé en 1977, donc par Wes Craven. Bon, pour l'histoire, pour vraiment résumer l'histoire, c'est une famille qui part pour la Californie et ils partent pour leur noces d'argent. Visiter quoi? Une mine d'argent. Et ils vont se retrouver en fait accidentellement dans une zone d'essai de l'aviation américaine. Il est question d'ailleurs d'essai nucléaire. Et ils vont être la proie d'une famille de dégénérés qui vit comme ça dans les grottes. Donc voilà pour l'histoire du film. Donc c'est vraiment ce film. Il faut voir aussi ça, chronologiquement parlant, ça arrive 3 ans après Massacre à la tronçonneuse. Le chef décorateur du film était le chef décorateur de Massacre à la tronçonneuse. C'est pour ça qu'on va retrouver dans certaines formes, certains motifs, peut-être un aspect similaire à ce grand film qui est Massacre à la tronçonneuse. Le film est tiré d'une histoire vraie, une famille écossaise du 16e ou 17e siècle cannibale, hein, qui piégeait des voyageurs et les mangeait. Donc Wes Craven, avec ce film-là, alors faut savoir qu'avant, il a fait La dernière maison sur la gauche. La dernière maison sur la gauche, c'est un film qui a été hué à sa sortie et qui a été d'une violence assez extrême. Donc, Wes Craven retente un deuxième film comme ça et il va marquer le genre parce que c'est un film par ses aspects documentaires, son aspect filmé en 16 mm, comme ça, un peu des images craspec. La mise en scène d'ailleurs va être assez intéressante puisque il alterne les grands plans qui vont donner en fait un point de vue un peu d'observateur, c'est-à-dire que cette famille va vraiment être dans ces grands plans un peu la proie de la famille cannibale, mais aussi des plans rapprochés, très rapprochés, où Wes Craven ne laissera pas le choix au spectateur que de regarder vraiment ce qui se passe. Et ça, on y reviendra peut-être sûrement après, sur la fameuse scène du viol, mais au propre comme au figuré de la caravane et de ses habitants. Craven, lui, dans ce film-là, aborde certains thèmes, comme l'écologie d'ailleurs. L'écologie qui est soulignée au début du film par le père qui désire mettre ses ordures quelque part, et le vieux Fred lui dit, bon, bah écoute, t'as qu'à les laisser dans le désert, parce que c'est vraiment aucun ça. Il y a aussi des thèmes politiques, hein. On arrive à voir une famille moyenne, américaine, qui a présenté peut-être avec un côté politique conservateur, tout du moins du côté du père, parce que le père est réellement un ancien flic bourru, obstiné. Et après, on va avoir aussi des personnages bien dessinés. La mère qui va représenter un peu cet élément. Il faut savoir que Wes Craven était quelqu'un qui avait été élevé dans le domaine du baptisme. Alors, je ne sais plus comment s'appelle cette religion. Bien. Enfin bref, le côté religion va être vraiment incarné par la mère, qui va d'ailleurs, à un moment ou à un autre, dans une scène, vouloir rassembler toute la famille pour s'en remettre aux mains de Dieu. On va avoir aussi un Bobby. Alors Bobby, c'est le beau-frère, c'est celui qui est dans cette famille-là, et qui va peut-être être la clé du spectateur, tout du moins la façon de s'identifier, parce que Craven, tous les autres personnages, le spectateur va avoir du mal à s'identifier aux autres personnages. Mais Bobby a peut-être, voilà, on voit bien que dans ses relations, il va être en désaccord avec le père, qui n'aime pas les armes à feu, qui demande à plusieurs fois à ce qu'on ne braque pas l'arme à feu sur lui. Il a peut-être ce côté un peu progressiste, Bobby, sur lequel le public peut s'identifier. Et après, dans la famille des cannibales, alors c'est assez marrant parce que comme moi, ça fait longtemps que je l'avais pas vu, je l'ai revu, et il y a cette première scène avec Ruby, hein, qui est la fille, et on voit tout de suite que Ruby, bah, c'est peut-être la seule fille dans ce monde, dans cette famille-là, qui a envie de s'en sortir, qui a tout du moins la vision de dire bah, j'essaye de m'en sortir, ne serait-ce qu'en apportant des choses au vieux Fred pour que ma famille se nourrisse. À un moment, elle lui demande même, mais prends-moi avec toi, j'ai envie de partir avec toi, j'ai envie de quitter tout ce truc-là, parce que tous les autres sont quand même sacrément starbés, il faut bien le dire.
Donc voilà pour à peu près la mise en scène, les personnages. Alors moi, il y a un truc, mais alors je vais peut-être me faire huer dans les commentaires ou quoi que ce soit, mais c'est un truc que j'ai remarqué, c'est marrant. Je voyais ça un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on arrive en 77. 77, c'est l'année de la sortie des Dents de la Mer, c'est la fin vraiment du nouvel Hollywood. Star Wars arrive, l'Amérique, c'est pratiquement du Reagan. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette Amérique qui ne veut plus voir des anti-héros, mais qui veut voir des héros. Dans la scène de la caravane, il y a un poster des Dents de la Mer qui est déchiré. Et c'est assez marrant parce que je voyais un peu ce côté comme ça, cette famille qui arrive, qui est ce nouveau cinéma, qui est cette nouvelle Amérique qui arrive, confrontée à une famille certes cannibale, mais qui est peut-être les... Alors, je vais abuser en disant ça, mais je vais le dire quand même, qui va être peut-être les derniers représentants du Nouvel Hollywood. Il y a un truc comme ça. Pourquoi retrouver le poster des Dents de la Mer dans cette caravane déchirée? Parce que c'est l'année de la sortie aussi des Dents de la Mer. Donc voilà, je me suis posé cette question-là. Et dans le déroulement du scénario, il y a un truc incroyable, c'est qu'il va reprendre ce qu'il avait réussi à faire dans la dernière maison sur la gauche, c'est-à-dire que les victimes vont être des bourreaux et les bourreaux des victimes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a le kidnapping du bébé, eh bien, le Bobby, le beau-frère, va déchaîner après une violence incroyable envers cette famille-là. Donc voilà, il y a tout ça dans ce film La colline des yeux de Wes Craven. On va parler du remake forcément d'Alexandre Aja, qui est un remake assez intelligent en fait, hein, dans la manière dont il est fait. Mais c'est vrai que sur La colline des yeux, le film de Wes Craven, c'est aussi un film passionnant parce que c'est un film qui s'inscrit pleinement dans l'histoire du cinéma, dans le sens où il répond aussi au John Ford de L'homme qui tue à Liberty Valance, par le biais d'un plan assez mythique, dans le sens aussi où comment dire, c'est un film sur la fin des idéaux, comme l'était un peu L'homme qui tue à Liberty Valance, et là c'est un film sur la fin des idéaux, et de tous les idéaux, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on retrouvera dans Course contre l'enfer, dont on reparlera tout à l'heure. L'Américain n'est même pas en sécurité dans sa caravane, dans sa propriété, et il n'est pas capable de la défendre d'ailleurs. Et la famille éclate, même les valeurs familiales, c'est-à-dire que la propriété, la famille, enfin toutes les valeurs qui soudent le peuple américain. Et que, après, le point de vue de Craven là-dessus, il est très critique sur la violence par arme, on sent bien qu'il est très critique. Mais c'est aussi toutes ces valeurs-là que le film bouscule. Et on sait que Craven était un provocateur, mais aussi politiquement quelqu'un de très critique par rapport au pouvoir en place. Et ce film est très désenchanté. Et pour moi, il marque bien, comme tu l'as dit, la fin du Nouvel Hollywood, puis la fin d'une décennie bénie un peu pour le cinéma, quoi. Voilà, qu'on a aux États-Unis, en tout cas, une décennie créatrice incroyable, dont on n'a pas retrouvé la vitalité depuis. Peut-être, peut-être Thomas, avant qu'on parle peut-être du film d'Aja, tu voulais un peu rajouter quelque chose sur le film de Craven. Bah, je voudrais dire qu'on se moque tout le temps de La colline à des yeux 2, notamment à cause du chien pour lequel on a un flashback. Mais je tiens à souligner que dans le premier, il y a quand même une scène où le chien, il écoute une conversation, semble visiblement comprendre ce qui se passe et prend une initiative. Donc, le coup du chien qui se remémore une scène dans le 2, c'est tout à fait logique avec le premier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ça oui, en plus, les chiens dans ce film-là, au final, sont les héros. Ouais, moi, j'ai plutôt envie de dire aussi que c'est un film où les femmes ont une place importante. C'est elles vraiment aussi les héroïnes à la fin. Voilà. Et tous ces mâles très virils, en fin de compte, même dans la famille de Scarbet avec Jupiter, Pluton, tout ça, c'est quand même la femme qui va mener la barque. Ça, tu l'as dit, John. Mais je voudrais écouter un peu Damien, parce que Damien, je sais que tu voulais aussi nous parler du film d'Alexandre Aja, ce remake vraiment réussi et effrayant quand même de 2006. Je peux aussi parler de celui de Craven. Je veux dire, il est bien, la suite aussi. En tout cas, pour La colline à des yeux 2 de Craven, c'est la meilleure suite de La colline à des yeux qu'on ait eue. Donc, c'est un bon point pour lui. Mais oui, j'ai découvert La colline à des yeux avec celui de Alexandre Aja qui, en le revoyant, m'a fait comprendre que finalement, c'était pour moi un classique du film d'horreur que je trouve parfait sur plusieurs points. Donc, il reprend énormément d'éléments de La colline à des yeux de Craven
Et je trouve, oui, carrément, je le trouve meilleur que celui de Craven. Et j'avais vu un interview de Craven où justement il disait qu'il préférait celui de Aja parce que pour lui, Aja avait pu faire ce que lui n'avait pas pu faire à l'époque, notamment à cause du problème qu'il avait eu avec la dernière maison sur la gauche où on lui avait reproché toute la violence et la façon dont il montrait finalement les Américains. Et du coup, il avait fait La colline à des yeux, mais avec une autocensure assez triste, alors que le scénario de Aja, ils ont travaillé tous les deux dessus, et à mon avis, si on veut parler d'un... Enfin, La colline à des yeux de Aja est autant celui de Aja que de Wes Craven, donc il reprend la même ligne d'intrigue, et en fait, la force de Aja, qui en fait permet de voir le premier de Craven et celui de Aja, c'est que une partie des intrigues qui sont montrées dans les films de Craven, dans le premier, ne réapparaissent pas forcément dans celui de Aja, même s'il y a beaucoup de références. Et Aja permet de montrer des choses qui ne sont pas présentes dans celui de Craven, notamment. On a toute la partie où justement Bobby part quelque part. Dans le film de Craven, on ne sait pas où. Quand il revient, il a des trucs en disant j'ai trouvé une décharge, tout ça, tout ça. Et dans celui de Craven, justement, on voit Bobby qui arrive à la décharge, qui trouve des objets et qui repart. Donc je trouve que les deux films cohabitent super bien ensemble. Après, il y a un truc dans celui de Aja par rapport à Craven qui m'a un peu interloqué, c'est que dans celui de Craven, il y a un certain niveau constant par rapport à enfin, ça, c'est après, par rapport au niveau de chacun, mais je trouve que chez Craven, dans son premier, il y a un niveau constant d'horreur, et en fait le point culminant de cette horreur c'est vraiment la fin avec finalement ces citadins qui deviennent plus violents que leurs assaillants. Et dans celui de Aja, j'ai l'impression que le point d'horreur culminant reste la scène du milieu, celle qui va faire basculer les citadins dans l'horreur, et qu'au final la violence qui est appliquée par les citadins ensuite est un peu moins violente, surtout parce que je pense beaucoup des meurtres sont commis à l'arme à feu plutôt qu'au couteau ou avec le moindre objet tranchant qu'on avait auparavant. Mais on retrouve ce côté intéressant de la critique justement des États-Unis. Normalement, on a une scène où un des dégénérés est tué avec un drapeau américain. Et on a aussi la scène finale qui est vraiment intéressante, où notamment on a une musique héroïque qui monte, qui monte, qui monte, avec justement ce citadin qui fait un véritable massacre, et toute la violence qu'il fait à autrui, que ce soit juste des dégénérés qui sont là en place ou qui sont vraiment des gens qui lui ont fait du mal, ça montre un côté assez paradoxal de l'Amérique qui est en train de dire que la violence faite par les méchants, c'est pas bien, mais la violence faite par les héros, plus elle est violente, mieux c'est, parce que c'est ça être un vrai héros, c'est être violent envers les méchants, ce qui est totalement paradoxal pour le film. Et le dernier truc que je trouve aussi intéressant avec celui de Aja, c'est que d'une certaine façon, Aja fait en 2003 Haute Tension. On retrouve un peu ce côté citadin qui retourne à la campagne, qui finalement se font agresser. Bon, le scénario est plus compliqué que ça, et je trouve ça assez drôle de finalement avoir Aja qui fait un peu de la exploitation plus tard, se retrouve à bosser avec Craven pour faire un remake d'un film qui est déjà dans la exploitation. Je trouve ça totalement intéressant et assez drôle. Je pense que je pense que Craven, de toute façon, a été le chercher pour ça. Enfin, visiblement, Haute Tension a bien marché en festival, malgré sa fin tirée par les cheveux, c'est peu de le dire, mais un film avec un gros potentiel qui a forcément attiré les producteurs. Et Craven ne dit jamais que les films qu'il produit sont mauvais, même quand ils sont mauvais. Il faut le savoir. Ils sont toujours excellents, c'est Craven. Mais je suis assez d'accord là pour le coup avec toi, Damien. Ce film d'Aja est vraiment excellent. Et alors par contre, moi, je sais beaucoup de monde préfère le remake à l'original. Moi, je préfère quand même l'original. Bah, Voilà, sans aucune mesure. je préfère l'original. Mais comment, John? Sans aucune mesure, parce que moi, si tu veux, pour préparer ça, j'avais vu aussi. Alors, Aja, avant de revoir le Aja, si j'en avais un souvenir, c'était waouh, le mec, il assure et tout le bordel, quoi. Et en enchaînant, en fait, le Craven et le Aja, alors, moi, personnellement, le Aja, il a vraiment baissé dans ma considération de film, puisque les trois quarts du film sont, mais pour le coup, un copier-coller des scènes, voire même des dialogues du premier.
Si ce n'est qu'il prend la thématique du nucléaire, qui met en exergue le nucléaire. Ça, c'est la nouveauté apportée. Mais sinon, quand on regarde le film, les chiens qui arrivent sur la caravane qui font peur aux pompistes, la folie de la mère qui l'empare quand elle découvre le père brûlé. Tu peux mettre une liste incroyable de copier-coller de Aja par rapport au film de Craven. Et puis, tu n'as pas, je trouve, sur ce truc-là, tu n'as pas ce côté craspec. Alors, c'est certes, l'époque n'est plus la même, on est bien d'accord. Mais si tu veux, ça a vraiment baissé dans mon truc parce que je trouve que faire un copier-coller sur les 3 quarts d'heure du film, plus rajouter des scènes gore, parce que l'air de rien, on aime le gore sur le dernier quart d'heure du film, moi, ça m'a pas du tout. Tu vois, j'ai revu à la baisse vraiment ce film-là. Il y a un truc qui est quand même bizarre, quand même, de faire du copier-coller quand tu fais un remake. Alors après, ça pose une question plus générale qu'est-ce que c'est qu'un remake, tu vois? Mais un The Thing de Hawks et un The Thing de Carpenter, ça, pour moi, j'appelle ça des bons remakes. Mais là, si tu veux, si c'est pour copier-coller les personnages, comme les dialogues, comme la mise en scène, ou du moins dans sa forme, je suis dur, hein, mais Ouais, je trouve un peu dur parce que alors déjà, le The Thing de Carpenter est excellent, mais le The Thing original de Christian Nyby, repris par Howard Hawks, c'est pas non plus un film immense. Voilà, c'est pas ce que Hawks a fait de mieux. Donc forcément, Carpenter, qui est un cinéaste de grand talent, peut en faire quelque chose d'encore mieux. Voilà. Et je pense que, si tu veux, Carpenter le disait lui-même d'ailleurs, hein, vis-à-vis du film de Hawks, ou de Nibi, ou des deux, je pense qu'il est un peu des deux en vérité. Mais par rapport au film d'Aja, moi, Aja, c'est un cinéaste qu'avec le temps, j'ai revu à la baisse. J'avais trouvé Haute Tension sympa, Furia moyen. Et puis quand est arrivé La Colline à des yeux, tout de suite, je me suis dit, oh, putain, mais en fait, c'est vachement bon. Et à l'Arboyeur, c'est quand même bon, hein, parce que alors effectivement, c'est un remake avec certains dialogues identiques et tout, mais esthétiquement, dans la mise en scène et tout, il y a quelque chose quand même. Voilà, on sent qu'il y a aussi Craven à la production et voilà. Mais après, tu retrouveras pas le grain du 16 mm du film original dans non, une production des années 2000 avec cet aspect cette photo très particulière et tout qu'on a dans le cinéma depuis les années 2000, voilà, qui est pas toujours quand même extraordinaire, qui est très formaté en fin de compte. Voilà, après, Aja, c'est un cinéaste que je n'ai cessé de revoir à la baisse sur ses films suivants, on va dire, mais pas sur celui-là. Moi, je trouve que celui-là est un film vraiment effrayant et l'attaque de la caravane, c'est un des moments de cinéma les plus horrifiques et effrayants que j'ai vu dans les années 2000. Franchement, je trouve que c'est vraiment très réussi. Et déjà, c'était réussi dans l'original. Et je trouve que ça l'est encore plus dans le remake d'Aja. Après, moi, je préfère la richesse thématique et la réalisation plus classique, on va dire, de Craven à la façon de faire d'Aja où il y a un peu plus de gros sabots. Mais je trouve quand même que le film d'Aja est un très bon film d'horreur. Voilà. oui. Après, dans l'attaque de la caravane, il y a un truc qui est assez sympa, c'est un travail sur la saturation du son que tu n'avais pas dans l'original, que j'aime beaucoup, qui est par exemple au paroxysme de la violence, notamment du viol, tu as le son qui va être saturé, un peu comme si l'horreur était telle qu'elle en devenait irréelle, ou que plutôt elle devenait indicible à pouvoir, indicible et indicible à pouvoir dire ou à pouvoir entendre. Tu vois, la scène de l'attaque de la caravane chez Craven, eh bien, c'est une scène typiquement où Craven ne laisse pas le choix au spectateur. C'est-à-dire, maintenant, tu regardes. Tu regardes et je ne vais même pas mettre de musique pour pouvoir avoir un échappatoire ou quoi que ce soit. C'est une violence brute, froide, sans musique. Là, c'est pas pareil. Et voire même, tu vois, dans cette scène-là, la folie qu'empare Michael Berryman à un moment où il tape tous les trucs, tac, 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 tac. Dans Craven, c'est pareil. Alors, c'est là où, si tu veux, au fur et à mesure de voir les emprunts au film original, tu te dis, mais merde, quand tu fais un remake, tu prends la matière brute et tu l'adaptes à toi, à tes pensées, à ceci, à cela. Alors après, l'idée, c'est pas de donner un cours du remake, je n'ai pas cette prétention-là, si tu veux. Mais ce qui m'a vraiment dérangé chez le film d'Aja, c'est que pour le coup, on a vraiment affaire à un copier-coller. Mais vraiment. C'est-à-dire que la mère qui découvre son mari dans le original de Craven qui fait It's not my Bob, c'est pas mon Bob, c'est pas mon Bob, tu verras, la mère dans le Aja fait c'est pas un tel, c'est pas un tel, c'est pas un tel. C'est marrant d'arriver à faire les mêmes choses que pour le coup. C'est, je sais pas.
Bon. John vient de nous parler donc de la colline à des yeux avec Damien, puis avec Thomas, Thomas qui nous a parlé surtout du chien dans le 2 et le 1, parce que Thomas il a mis des bêtes en tant que loup-garou, ce qui est normal, voilà. Et moi je voulais parler d'un autre film, hein. Comme tu disais, John, c'est inspiré d'un fait divers réel, la colline à des yeux. Et ben moi je vais vous parler d'un autre film inspiré d'un véritable tueur qui s'appelle Joe Ball. Voilà. Joe Ball qui est né en 1896, qui est mort en 1938. Et Joe Ball, c'est un Texan. C'est un Texan à qui on attribue une vingtaine de meurtres de femmes dans certaines gazettes. Dans d'autres, enfin selon la loi, en tout cas, il en aurait tué que 2. Voilà. Mais bon, c'était un type sympathique qui donnait en fait ses victimes à manger à ses crocodiles. Alors Joe Ball, qui c'est? Joe Ball, c'est un type, donc je l'ai déjà dit, qui est né en 1896, qui a une vie à peu près sans histoire, qui vient d'une famille riche, une famille qui a fait sa fortune dans le coton. Ça doit être des gens très sympathiques au Texas, le coton. Pas besoin de vous expliquer comment ils ont fait fortune. Et ils ont quasiment fondé la ville d'Elmendorf au Texas. C'était des grands bâtisseurs, des grands entrepreneurs qui ont donc pratiqué l'esclavagisme, hein, évidemment. Voilà. Et ce Joe Ball, c'est un des fils de la famille du grand patriarche Ball. Et Joe Ball va se retrouver à aller faire 14-18. Il va aller faire la guerre. Et en fait, comme beaucoup de soldats, il va être victime de ce qu'on n'appelle pas encore, dans les années 20, un syndrome post-guerre. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'il va partir à la guerre et il va revenir psychopathe. Voilà. Il va revenir pas comme les autres. Et alors, c'est un vrai mec du Sud, parce que comme c'est la prohibition, quand il revient de la guerre, il devient, mon cher Thomas, puisque je sais que tu vas parler d'un film avec des bootleggers, ben lui, il devient bootlegger, voilà. Pendant la prohibition, il produit son moonshine, son whisky, et ben, quand la prohibition est terminée, ben, il ouvre un bar, je vais dire, cheminement logique, où voilà, il continue de vendre de l'alcool. Et puis, il a aussi la bonne idée pour attirer les clients pendant la Grande Dépression, la Grande Crise qui commence en 29 mais qui va durer des années, d'installer un bassin avec des crocodiles. Parce que c'est un coin, il y a des crocodiles, donc lui, il s'est pêché les crocodiles, il s'est attrapé les crocodiles. Il a appris ça avec sa famille, son père, ils allaient à la chasse aux crocodiles. Au Texas, on a des occupations un peu particulières. Et donc, il va attraper des crocodiles, il les met dans un bassin. Et pour amuser ses clients, en fait, il va les laisser amener de temps en temps un poulet, un canard, un chien, qui donne à manger aux crocodiles. Voilà. Ça amuse la galerie, les gens consomment de l'alcool. Et c'est aussi un homme à femme qui a pas mal de conquêtes et puis qui se fout un peu dans les embrouilles parce qu'il a justement beaucoup de conquêtes, des officiels, des officieuses. Il engage des barmaids qui disparaissent après avoir été ses conquêtes, justement. C'est là que les soupçons vont commencer à arriver. Et on découvre donc que ce monsieur, il aurait au moins tué 2 de ses compagnes qu'il a donné à manger à ses crocodiles. Et en 1938, les flics viennent pour l'arrêter et il se suicide. Voilà. Et il se suicide par balle. Et c'est ce personnage qui a marqué évidemment Toby Hooper. Hein, Toby Hooper qui avait déjà parlé, qui s'était déjà inspiré d'un véritable personnage, Ed Gein, dans la Massacre à la tronçonneuse, et qui, au mi-temps des années 70, après 2 films, après Eggshells et Massacre à la tronçonneuse, est dans une position un peu compliquée parce que son film a fait un énorme succès. Il est rentré tout de suite au MoMA, Massacre à la tronçonneuse. Hein, il a tout de suite été sélectionné à Cannes. Enfin, c'est un film qui rencontre un énorme succès et critique et public. Il faut le dire, hein, c'est pas un film maudit, Massacre à la tronçonneuse. Hein. C'est un film maudit pour Toby Hooper, puisque Toby Hooper va en être un peu prisonnier de ce film, mais c'est un film qui rencontre un énorme succès dès sa sortie, que ce soit public, critique, voilà, c'est un énorme succès. Mais Toby Hooper vit au Texas et il travaille pas. Il se rend compte qu'on parle beaucoup de son film, mais qu'on lui propose pas de boulot. Alors il se met à contacter des producteurs, il écrit, il envoie des courriers, il passe des coups de fil, et on finit par lui proposer ce Crocodile de la mort, qui est une commande en fait, qui n'est pas un film personnel, film qui va longtemps renier, et puis petit à petit il va se servir de son expérience personnelle, c'est-à-dire à la fois cette histoire de Joe Ball, dont la légende urbaine dit qu'il aurait été enfant voir
enfin rencontrer en tout cas, et aller dans un endroit où justement il y avait une mare aux crocodiles à qui on donnait à manger. Est-ce que c'était chez les Bowles? Est-ce que c'était pas chez les Bowles? Je ne sais pas. Lui-même, il dit que c'est pas vraiment vrai, mais que c'est une belle légende. Voilà. Il n'en a pas souvenir, c'est ce qu'il dit. Mais en tout cas, il va se servir de cette expérience parce qu'il connaît l'histoire de Joe Ball, comme tous les Texans. Et puis, il va se servir également d'une autre expérience qui est celle de ses parents qui avaient un hôtel. Hein. Et donc, et puis son amour pour Psychose d'Hitchcock. Et il va récupérer ce scénario un peu bancal qu'il aime pas beaucoup, hein, et il va essayer d'en faire quelque chose et ça va donner le Crocodile de la mort là qui vient de ressortir en Blu-ray chez Carlotta dans une superbe édition. Et voilà un film quand même vraiment étrange. C'est pas un grand film, mais par contre c'est un grand film de malade. Voilà, c'est pas le meilleur film de Toby Hooper, mais on est vraiment dans un film étrange, un film complètement à part. Voilà. Alors déjà traité comme l'univers du conte, puisque ça démarre, comment dire, par une prostituée qui travaille dans un bordel, dans une ville paumée du Texas. Voilà. Et c'est pas tourné au Texas d'ailleurs, c'est tourné en studio, hein, il faut le savoir. Ça a failli être tourné d'ailleurs dans le ranch de Tippi Hedren. Mais quand en se baladant dans le ranch, il a vu qu'il y avait des vrais lions, il a dit moi je tourne pas là. Parce que vous savez le film Roar dont on a déjà parlé dans l'émission, où Tippi Hedren vivait avec son homme, ses lions, ses bêtes. D'ailleurs Mélanie Griffith, sa fille, a été réellement attaquée par un lion. Voilà, il a failli perdre la vie, c'est ce qu'on voit dans Roar d'ailleurs. Et enfin perdre une jambe en tout cas, elle a failli perdre une jambe je crois. Et là ce bordel est tenu par Caroline Jones qui est une vieille star hollywoodienne. Bon là elle est fatiguée dans le film, hein, mais elle tient ce bordel et puis cette jeune fille dit moi je veux pas tapiner, surtout que le film démarre par un méconnu Robert Englund qui est tout jeune et qui veut justement comment dire avoir des pratiques sexuelles avec cette prostituée qu'elle répugne à faire, hein, voilà. Et d'ailleurs le film est très provocateur, démarre par un gros plan sur la braguette de comment dire de Robert Englund avec en surimpression le visage de cette prostituée qui n'en est pas vraiment une puisqu'elle ne veut pas faire l'amour avec les clients, voilà. Si on peut appeler ça faire l'amour d'ailleurs, avoir un rapport tarifé. Et bon, bah, elle finit par être virée. Et la servante noire, celle qui fait le ménage dans le bordel, lui donne un peu de soupe et lui dit tu devrais aller au Starlight Motel, c'est un petit motel et tout. Et là, elle arrive, elle part au motel. Et là démarre un film où on est dans le chaperon rouge, c'est la maison d'Hansel et Gretel, on est dans l'univers du conte. Ce que va faire un peu un gros Toby Hooper dans la majeure partie de ses films ensuite, où l'univers du conte va beaucoup lui importer. Et on se rappelle par exemple de Massacre dans le train fantôme dont on a déjà parlé dans l'émission, qui est très proche de l'univers du conte. Et là, on est dans un film aux teintes bleues très fortes, aux teintes rouges très fortes, l'affrontement entre le bleu et le rouge qui donne à l'aspect plastique du film un côté presque film de la Hammer, où elle se retrouve comme ça, elle arrive à cet hôtel dans une ambiance brouillardeuse, brouillard rouge, étrange, elle s'aperçoit qu'il y a un crocodile à l'hôtel, et tout à coup, il y a cet acteur Neville Brand, qui est un acteur connu aux États-Unis, mais qui avait des difficultés avec la bouteille, et qui donc était un peu difficile à gérer, et qui fait une composition géniale en tenancier d'hôtel complètement malade de la tête. On devine qu'il est suprémaciste blanc puisqu'il a un drapeau nazi dans son arrière-boutique. Et c'est un type complètement fou, malade de la tête, complètement dingue, et qui a un compte à régler avec les femmes, voilà, et qui passe son temps en gros à donner ses clients à manger à son crocodile. Voilà. Et il est complètement fêlé. Et ça va donner donc un film complètement fêlé parce qu'évidemment, au bout des 5 minutes, cette fille, elle est jetée au crocodile. Voilà. Puisqu'il découvre qu'elle est une prostituée, qu'elle vient de la maison de passe. Et après, plein de protagonistes vont débarquer dans cet hôtel. Il va y avoir le William Finlay, le Phantom of the Paradise, qui va venir avec sa femme Marilyn Burns. Ils sont tous les deux déjantés. Marilyn Burns porte des perruques. Marilyn Burns, c'est Sally, c'est l'héroïne de Massacre à la tronçonneuse, hein, qui va quasiment jamais rien tourner d'ailleurs depuis, à part ces deux films-là, parce qu'elle est un peu prisonnière de son rôle de Massacre à la tronçonneuse, ce qui est cool parce qu'elle est excellente dans Crocodile de la mort. Ils ont une petite fille aussi. Et puis, va débarquer également une vraie légende, Mel Ferrer, immense acteur, qui va débarquer avec son autre fille, parce qu'il recherche, il est mourant et il recherche sa fille qui s'est enfuie. Évidemment, sa fille, c'est la prostituée du début qui a été jetée au crocodile. Et tout ce petit monde va cohabiter avec également
le crétin Buck, le crétin de Texan avec voilà le gros bourrin interprété par Robert Englund, et également le shérif Stuart Whitman, là aussi légende d'Hollywood. Il s'est fait plaisir avec le casting Toby Hooper, et ça donne un film vraiment dingue avec une musique de dingue, toujours composée par Wayne Bell et Toby Hooper lui-même, comme pour comment dire Massacre à la tronçonneuse. Et là, on est vraiment, c'est rigolo, c'est un film de studio, c'est presque un film surréaliste, et en même temps, c'est un vrai film de exploitation où on est vraiment dans un univers complètement barré. Toby Hooper se réapproprie un scénario, ma foi, assez moyen, et il bricole pour faire un truc complètement dingue. Et même si c'est pas le chef-d'œuvre, c'est un film qui a clairement des côtés 10. On sait que les producteurs ont imposé des scènes de nu, des choses comme ça et tout, qui plaisaient pas beaucoup à Toby Hooper. Mais il en reste quelque chose. Surtout la photographie de Robert Caramico, qui est vraiment très particulière. Enfin, il en reste vraiment quelque chose, et on a vraiment un film à part qui, pour moi, est un film absolument unique. Est-ce que le crocodile de la mort, Eaten Alive, manger vif, manger vivant, vous inspire, les amis? Moi, je l'ai revu cette semaine aussi, et donc je trouve aussi que ça. Moi, je trouve que ça ressemble bien à du Hooper parce qu'il s'attache quand même toujours aux personnes en marge et notamment aux bouseux, hein, comme les personnages campés par Robert Englund. Mais il y a aussi ce personnage finalement qui est quand même. C'est vrai qu'il est bien starbé, le personnage incarné par Neville Brand. Et on retrouve quand même cette esthétique, parce que cet hôtel, quand même, il est quand même défraîchi, il tombe en ruine. On n'a vraiment pas envie d'y passer une nuit, mais il y a quand même du monde qui s'y arrête. On se demande bien pourquoi. Moi, je vois un hôtel comme ça, je m'y arrête pas, hein. Même si c'est le moins cher du coin, hein. Mais ce personnage, je suis pas sûr que ce soit un suprémaciste blanc, comme tu dis, parce qu'il a une jambe de bois. Donc, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui revient de la guerre et qui a ramené des souvenirs de la guerre. Il a ramené aussi quelque chose qui le turlupine un petit peu et qui fait que maintenant, il donne ses clients à manger à son crocodile. Et même avant qu'ils aient payé leur chambre, hein. Mais bon, je sais pas comment il fait pour survivre, ce bonhomme, hein. Bon, après, je sais pas, parce il est quand même ambigu. Enfin, ils sont tous ambigus avec les Noirs dans le film quand même, hein. On sent que les rapports sont particuliers. Il y a cette ambiance vraiment sudiste, voilà, qui plane derrière. Moi, je sais pas s'il est pas suprémaciste, hein. C'est un drôle de bonhomme qui est vraiment. Mais oui, par contre, je suis d'accord avec toi. Il a ramené quelque chose de la guerre, voilà, qui travaille. Et Toby Hooper disait d'ailleurs que Neville Brand, réellement, c'était lui le personnage. C'est-à-dire, bon, bien sûr, Neville Brand n'était pas un psychopathe tueur en série, hein, mais il paraît que Toby Hooper a dit dans des interviews, il y a une interview en bonus sur le Blu-ray, où Toby Hooper explique qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas filmer quelqu'un comme Neville Brand parce qu'il donnait vraiment les coups, quoi, dans le film. Il était vraiment très violent. Et il tenait absolument à faire le rôle parce qu'il a expliqué à Hooper qu'il avait lui-même tué des gens en corps à corps, tout ça. Enfin bon, et que ce personnage évoquait des choses en lui. Et alors c'est pas Audie Murphy, hein, c'est un célèbre acteur de western qui avait tué des dizaines et des dizaines d'Allemands, et qui avait été décoré, qui a même des monuments en France à sa gloire, et qu'on est revenu psychopathe en fait de la guerre, hein, et qui avait fondé des associations pour aider les soldats victimes de syndrome post-guerre. Mais Neville Brand était travaillé par ça aussi. Donc il avait fait une guerre, évidemment, sinon on ne tue pas des gens au corps à corps sans avoir de soucis derrière avec la justice. C'est que Neville Brand avait fait une guerre et ça l'avait marqué. Et Toby Hooper en parle. Et visiblement, il est habité par le rôle parce que justement, c'est quelque chose qui fait écho à sa situation à lui, quoi. Il est vraiment flippant, Neville Brand, dans le film, hein. C'est vraiment, on y croit, hein. Je veux dire, moi, j'ai pas envie d'être son pote, quoi. J'ai pas envie d'être son pote. Parce que c'est quand même un drôle de film, parce qu'il n'y a pas de personnage, à part peut-être la fille de Mel Ferrer, là, auquel on s'attache. Il y a pas vraiment de personnage sur lequel on peut suivre un fil, à part ce personnage incarné par Neville Brand, qui quasiment tous les plans. Mais justement, c'est un personnage quand même avec lequel on s'identifie quand même assez difficilement. Mais c'est un drôle de film. Il n'y a pas vraiment de début, il n'y a pas vraiment de fin. Enfin, si, il y a une fin, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue. On ne sait pas où le film veut en venir, en fait, quelque part. C'est un peu
un petit peu gratuit quelque part, qui décrit un certain Sud, un Sud complètement à la ramasse, complètement déjanté. Et c'est un film vraiment particulier parce que moi, je vois pas vraiment où il veut en venir en fait avec ce film-là, même si je l'apprécie, hein. Bah, ouais, c'est un film, mais c'est un film qui est pas vraiment, qui est à la fois dans le réel et pas dans le réel. C'est-à-dire, c'est aussi un pur film fantastique, horrifique, dans une ambiance esthétique qui est absolument pas réaliste. C'est-à-dire, évidemment, on peut pas tenir un motel de toute façon et tuer tous les clients, comme tu te dis, hein, parce qu'au bout d'un moment, on se ferait quand même gauler, même si on habite le trou du cul du monde. Alors effectivement, ce motel, ça a l'air d'être le seul des environs, donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui s'y arrêtent. Mais il a presque l'air surpris dans le film, d'ailleurs, quand il a des clients qui arrivent, c'est assez rigolo. Voilà, enfin bref. Mais c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi, mais on sent longtemps Toby Hooper a renié ce film en disant que bon, c'était une commande et que le scénario était mauvais, qu'il l'a retravaillé, qu'il a fait ce qu'il pouvait à partir du scénario. Il explique même dans les bonus du Blu-ray que un jour, il y a un des fils des producteurs qui avait une idée, un des gamins. Le producteur arrive aujourd'hui, on va tourner ça parce que le producteur, c'est aussi le scénariste en fait. Comment il s'appelle ce monsieur? J'ai son nom qui traîne dans mes notes, parce que c'est pas vraiment un producteur très très connu. Il s'appelle Samir Rustam. Et Samir Rustam, c'est producteur associé. Et Mardi Rustam, c'est le producteur et scénariste. Donc c'est vraiment son film, c'est son joujou au type. Et c'est pas extra. Il n'y a pas que lui comme producteur, il y a des producteurs plus chevronnés. Mais disons que lui, il est vraiment dans la partie. Et on sent que Toby Hooper a mis longtemps à accepter ce film. Et il explique aussi qu'il était très déçu parce qu'il a rencontré ni le succès critique, ni le succès public de Massacre à la tronçonneuse. Donc il explique qu'il a mis du temps à aimer le film parce que ben, il n'a pas été sélectionné à Cannes, parce qu'il n'a pas remporté plein de prix. Enfin bon, voilà. Donc, mais oui, c'est un film à part. Je suis assez d'accord avec toi, Thomas. C'est difficile d'expliquer ce qu'il raconte exactement. Voilà, il y a une histoire, hein, mais où veut nous emmener Toby Hooper? On ne sait pas vraiment, si ce n'est qu'il crée un univers fantasmagorique, presque onirique. Là, par contre, qui est totalement Hooperien, voilà, où Caldwell rencontre un peu Mario Bava et la Hammer Film. Voilà, c'est un peu étrange, mais Thomas, on va rester avec toi parce que toi, tu voulais un peu te livrer au même exercice que Damien et John. C'est-à-dire que tu voulais nous parler d'un film. Alors, tu triches un peu, mais tu te déplaces d'un continent à l'autre. Mais c'est quand même un film américain, enfin américano-britannique, puisque tu voulais nous parler des Chiens de paille, un film de Sam Peckinpah de 71, disponible en DVD chez Aventi, et de son remake de Rod Lurie, du même titre, hein, de 2011, qui est lui disponible en DVD chez Sony. Les Chiens de paille de Peckinpah avec Dustin Hoffman et puis Suzanne George, c'est un film effectivement qu'on pourrait difficilement faire aujourd'hui, je pense, même s'il y a eu un remake. Parce que c'est quand même un film qui est, en le revoyant, j'ai découvert que c'était un film qui était très inconfortable sur plusieurs points. Sur la notion du désir, sur la notion du rapport à l'autre, sur la sexualité, mais aussi sur la violence. Et donc, c'est l'histoire d'un mathématicien américain qui se marie avec une jeune Irlandaise et il décide de s'installer dans un cottage en Irlande. Donc, il quitte le continent américain, les États-Unis, pour aller en Irlande, d'où est originaire cette jeune femme. Elle, là-bas, elle revoit un peu ses amis d'enfance, dont un homme à qui on devine qu'elle a fricoté quand elle était plus jeune. Et ils font refaire la grange de la maison. Ils habitent un cottage qui est quand même bien à l'écart du petit village dans lequel ils sont installés. Et il y a plusieurs ouvriers, deux, trois ouvriers qui refont la grange. Et à partir de là, il y a des tensions qui vont naître. Des tensions qui vont naître entre cet homme citadin. C'est un mathématicien, hein, c'est un professeur de mathématiques qui travaille chez lui. Et, il y a des tensions qui vont naître entre cet homme qui se dit cultivé, civilisé, et puis ces villageois qu'ils considèrent un peu de haut, un peu comme des bouseux, un peu beaucoup même. Et aussi, il y a cette tension sexuelle qui va être là entre le personnage incarné par Suzanne George et celui incarné par celui qui a été on devine son amant quand elle était plus jeune. À partir de là, Peckinpah il va faire un truc
qui je pense sera difficilement faisable aujourd'hui. Il y a toute une ambiguïté par rapport au sexe, par rapport au désir, et notamment il y a une séquence où Suzanne George va pour prendre une douche, elle va pour se laver, elle passe devant la fenêtre seins nus, elle a tous les ouvriers la regardent, et, elle reste un moment comme ça, seins nus devant les ouvriers, et c'est une scène un peu très ambiguë. Par rapport, déjà, elle est surprise, sur le coup, elle est surprise, mais elle reste quand même un petit moment, et c'est très ambigu par rapport à ce qu'elle, elle attend. Est-ce qu'elle fait ça pour les séduire, pour les provoquer? On ne sait pas bien. Si elle est en manque par rapport à son mari, s'il y a quelque chose qui ne va pas entre eux, alors qu'apparemment, ça a l'air de bien se passer entre eux. Et il y a aussi plus tard, donc le film, au fur et à mesure, va dégénérer comme ça. Il y a les villageois qui vont un peu manipuler le personnage de Dustin Hoffman, notamment en l'emmenant à la chasse, tout ça pour l'éloigner de la maison, pour que l'un d'eux aille se taper Suzanne George, en fait. Et donc là, il va y avoir une scène de viol assez inconfortable, où, qui est très, très, très ambiguë, parce qu'à la fois elle veut pas, et puis on sent qu'il y a toujours de l'attirance, qu'elle ressent toujours de l'attirance, du désir pour cet homme, mais qu'elle ne veut pas non plus aller, ne veut pas non plus consommer d'actes sexuels avec lui, quoi. Et donc il y a une séquence très inconfortable comme ça. Et il y a aussi après il y a l'histoire de l'idiot du village qui va malencontreusement tuer une jeune femme qui jouait un jeu un petit peu pervers aussi avec lui. Et donc Dustin Hoffman va le prendre sous son aile pour qu'il puisse aller à la police et non pas être livré à la vindicte populaire. À partir de là, on est dans un autre film. On est dans un film de home invasion, on va dire. Et là, les frontières entre la civilisation et comment dire, euh, entre ce que les bouseux, comme il dit là, vont être complètement brouillés, et la violence va basculer d'un camp à l'autre, et ce sera celui qui sera le plus violent. Et c'est un film qui est là-dessus très ambigu, très violent, et je suis pas sûr qu'on pourrait faire un film aussi ambigu, aussi comment dire, oui, aussi ambigu de nos jours, même s'il y a eu un remake que je trouve moi beaucoup moins audacieux en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, des Chiens de paille, si vous l'avez revu. Ouais, moi je l'ai revu. Alors, c'est un grand film. Alors, Sam Peckinpah, c'est un de mes réalisateurs fétiches, évidemment. C'est un réalisateur immense. Euh, Bon, alors, je vais ajouter des trucs à ce que tu as dit, en fait. Cette séquence avec les ouvriers où elle est seins nus à la fenêtre, elle intervient quand même juste après une autre séquence où elle se plaint du regard libidineux des hommes sur elle, en fait. Voilà. Et elle essaye de provoquer, parce que c'est aussi un film sur la virilité. Et elle essaye de provoquer Dustin Hoffman et de lui dire, mais arrête d'être un lâche. Arrête d'être un lâche. À un moment, les ouvriers, parce que les ouvriers sont tous de la même bande ou de la même famille, en fait. Dont d'ailleurs cette jeune fille, cette jeune femme, cette adolescente, qui va provoquer David Warner, qui est un peu l'idiot du village, dont on devine qu'il a eu dans le passé une affaire pédophile, quelque chose de pas clair, et qu'il a fait de la tôle, ou voilà, quelque chose de pas clair. On ne sait jamais vraiment. De toute façon, tout est ambigu dans ce film. Et c'est elle qui va l'attirer. Et lui, il veut pas lui faire l'amour. En fait, elle est amoureuse secrètement de ce mathématicien, Dustin Hoffman, mais Dustin Hoffman n'est pas intéressé par elle. Voilà. C'est pas qu'il n'est pas intéressé, mais il n'y va pas, en tout cas. Voilà. Parce qu'on ne sait pas s'il n'est pas intéressé. C'est jamais très clair. Mais et en dépit, par dépit, elle se dirige vers ce type qui est le pauvre type, l'idiot du village, et il va la tuer. Voilà. Il va la tuer. On ne dit pas comment, on ne dit pas comment ça se passe, mais il va la tuer. Et puis il va partir dans la nuit comme ça. Il va être complètement en panique. Et au même moment, Suzanne George, elle a vécu ce viol. Elle vient de vivre ce viol. Et c'est ça qui est fort aussi dans le film de Peckinpah. C'est comme tu le dis, elle est violée et elle se refuse, mais on ne sait pas en même temps si, quand par rapport à son violeur, elle semble manifester du désir, si c'est pas un mécanisme de défense. Parce que il y a aussi après un autre membre de la famille qui arrive et ça devient un viol collectif. Et là, elle souffre. Et là, on voit, mais elle souffre tout du long. Et d'ailleurs, elle l'a vraiment vécu comme un viol, je pense, parce que dans la deuxième partie du film,
elle revit sans cesse ce viol. Donc pour elle, c'est un vrai traumatisme. Je pense qu'on ne peut pas accuser Peckinpah là-dessus d'avoir eu un... C'est ambigu, mais elle a vraiment subi un traumatisme. Parce qu'il y a toutes ces images d'insert, et c'est gonflé d'ailleurs, parce que Peckinpah, il est gonflé quand même. Parce qu'il alterne les images d'insert du viol sur la fête de la paroisse, hein, le gala de charité annuel, où on voit, comment dire, le pasteur, ses ouailles, faire des tours de magie, il y a plein d'enfants, tout le monde rigole, on voit les gamins se marrer et tout, et entre deux, des images de viol, comme ça, des inserts d'images de viol. C'est particulièrement gonflé. Et au même moment, il y a cette adolescente donc, qui va essayer de draguer Dustin Hoffman, et puis qui va aller se retrouver avec ce type un peu bizarre, et qui va finir par être tué. Et donc, ça va déclencher la colère de la famille, qui est la même famille que la famille du violeur, en fait, hein, qui travaille à la fois, qui fait des travaux chez Dustin Hoffman, qui a torturé son chat, qui l'a tué, qui le torture psychologiquement, qui se fout de sa gueule parce qu'ils mettent des plombs à faire des travaux, ils se foutent de sa gueule, en fait, ils le respectent pas, et qui va, mais en même temps, il le cherche bien aussi, hein, voilà, parce que c'est plus ambigu que ça. Et comment dire, et qui ont donc cette frangine, enfin cette gamine qui fait partie de leur famille. Et donc eux, ils partent à la chasse de ce type. Et ce type est en panique. Il s'enfuit dans la nuit. Et Dustin Hoffman, quand il ramène sa femme chez lui, parce qu'elle, elle veut plus rester au gala de charité, il y a les images du viol qui lui reviennent sans cesse. Elle en peut plus de vivre avec ça. Elle veut rentrer à la maison. Et là, il bute sans le faire exprès, parce qu'il y a beaucoup de brouillard, il bute le mec. Donc il le prend dans sa voiture et il dit je vais appeler le docteur, on va le soigner. Et sa femme, elle veut pas qu'il le prenne dans la voiture et qu'il le soigne. Sa femme, on a l'impression qu'elle sait ce qui s'est passé autrefois. Et tous les mecs débarquent chez eux. Et là, effectivement, c'est l'apocalypse. Et je suis d'accord avec toi, Thomas. Aujourd'hui, il serait peut-être possible de refaire un film avec peut-être pas autant de talent, mais peut-être avec autant d'ambiguïté, mais ce serait une toute petite production. Aucun, parce que là, on a Dustin Hoffman, on a David Warner, enfin, on a des stars. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucune star, à l'époque MeToo, aucune star ne jouerait dans un film pareil. Voilà. C'est juste impossible. Et aucun réalisateur n'aurait autant de moyens pour faire un film aussi ambigu, aussi étrange, aussi tordu, aussi pervers, voilà, aussi sadique que ça. Voilà. Et c'est un film, moi, que je trouve absolument génial. Franchement, et moi, ce que j'adore, c'est que toute la première partie du film est filmée de manière très classique par Peckinpah, et avec pas beaucoup de mouvements de caméra, une caméra posée là où il faut, pas d'esbrouf, rien du tout. Et puis tout à coup, arrive la scène de la chasse et du viol, montée en parallèle. Et là, le réalisateur démentiel de talent qu'est Peckinpah explose complètement. Il multiplie les valeurs de plan. Il va y avoir du montage alterné. Il va y avoir des mouvements de caméra incroyablement complexes. Il va y avoir des ralentis utilisés à la perfection, parce que au cinéma, il n'y a rien de plus dur que d'utiliser le ralenti. Dans combien de films voit-on en se disant mais pourquoi il a claqué un ralenti, c'est ridicule. Chez Peckinpah, le ralenti n'est jamais ridicule, il est toujours utilisé à bon escient. Et là, le film bascule, et dans tous les sens du terme, parce que c'est aussi au moment de la chasse que Dustin Hoffman tue pour la première fois. Parce qu'il va tuer un canard. Il va aller regarder le canard qu'il a tué. Il n'a jamais tué de sa vie. Il s'est jamais servi d'un fusil, ça se voit. Il dit au mec qu'il s'en est servi, mais c'est pas vrai. On voit bien qu'il s'en est jamais servi. Et c'est un basculement, hein, dans le film, hein. Aussi bien que le viol. Et ce qui est incroyable, ce que Thomas, tu n'as pas dit, c'est que jamais il ne sait que sa femme a été violée. Elle ne lui dit pas, et il s'en rend pas compte. Et il ne sait pas que sa femme a été violée. À un moment, il a un truc. À un moment, il a un truc. Si, il y a un moment. Bon, on va pas raconter le film, tu as raconté tout le film. Non, mais il y a. Bon, de toute façon, le film démarre dans sa deuxième partie, en fait, hein. Voilà. Et la deuxième partie, c'est apocalyptique, c'est l'enfer sur Terre, quoi. C'est vraiment incroyable. Il y a toute une partie où c'est faussement naturaliste, hein. Il y a le traitement de la photo, les cadres, etc. Il y a un traitement de l'image qui est faussement naturaliste. Et dans la dernière partie, dans la scène finale, on est dans autre chose, avec du brouillard. On est vraiment quelque chose dans le limite de fantastique, avec ce brouillard qui entoure la maison, les assaillants qui sortent du brouillard comme ça. On est complètement dans un autre film. Ce qui me fait arriver à son remake, donc son remake de 2011 de Rod Lurie, qui reprend le même scénario, vu que c'est l'adaptation du même roman.
Mais là, il y a des points sur lesquels le film va plus loin, notamment la violence à la fin. Il y a des choses qui sont plus violentes que dans l'original de Peckinpah. Je parle en termes de violence visuelle, en termes de sadisme aussi. Il y a quelques petites choses qui sont plus violentes. Mais c'est un film qui est quand même relativement lisse. Bon, c'est du cinémascope, il y a des gros moyens, il y a une photographie assez lisse, assez convenue, assez commune. Et surtout, tous les acteurs, ils sont super lisses. C'est tous des, des, des gravures de mode. Voilà. C'est censé se passer aux États-Unis, dans le sud des États-Unis. Donc, on va dans le sud profond, hein, dans un petit village, encore une fois, comme le petit village en Irlande. Mais là, on est dans le sud profond des États-Unis. Et ce sont tous des gravures de mode. Que ce soit celle qui remplace Suzanne George ou même celui qui reprend le personnage de Dustin Hoffman, qui ici est un scénariste de Hollywood qui prépare un film sur le siège de Stalingrad. Donc déjà le parallèle est un petit peu plus lourd. Et, les assaillants, les bouseux, tout ça, c'est tous des gravures de mode. C'est tous des mecs musclés, le visage carré. Alors que dans le Peckinpah, c'est des gars des gars que tu croises dans la rue tous les jours. Qui n'ont pas l'impression, t'as pas l'impression qu'ils sortent du magazine Vogue, quoi. Et là, c'est exactement ça. C'est très lisse. Et bon, moi, je trouve que Suzanne George, c'est pas une femme, euh, c'est pas un canon de beauté comme on en voyait à l'époque dans les films. Elle a quelque chose de particulier, cette femme-là. Et là, dans le remake, on a un mannequin, voilà, une femme super mince, etc. Et ce qui me fait dire que ce film-là, le remake, qu'est-ce qu'il apporte par rapport à l'original? Et surtout, à part vraiment quelques petits passages très violents, mais franchement, on est vraiment dans une façon de lisser une certaine forme de cinéma, alors qu'à l'époque, c'était beaucoup plus trash que ça, quoi. Il y a aussi un truc dans l'original, bon, qui est aussi dans le remake, hein, c'est le rôle de l'alcool. Avant qu'ils aillent prendre d'assaut la maison de Dustin Hoffman, les mecs, ils se bourrent la gueule. Ils vont au pub, ils se bourrent la gueule. Comme s'ils voulaient se donner du courage, comme si c'était une sorte de rituel. Et encore, quand ils vont jusqu'à la maison de Dustin Hoffman, les gars prennent quand même une bouteille de whisky avec eux, quoi, pour continuer à boire, comme s'il fallait se donner du courage, comme si ça faisait partie oui, d'un rituel avant d'aller chasser, avant la mise à mort. Et ça me fait penser qu'à mon avis, Clint Eastwood pense à ça dans Impitoyable. Parce qu'à la fin, quand William Munny va pour venger son pote et qui se dirige vers le, vers le saloon, où il y a Morgan Freeman qui est érigé, le cadavre de Morgan Freeman est érigé devant le saloon, il boit une bouteille de whisky comme s'il voulait se donner du courage, pareil, pour aller venger son pote. Et je pense que c'est une référence au chien de paille de Peckinpah. Après, après tant de violence, hein, on va peut-être se détendre un peu avec notre ami Damien qui va nous parler d'un film plus récent, un film de 2012. On est toujours hein, dans la exploitation, évidemment, une comédie, carrément une comédie hein, qui est bien foutue d'ailleurs. Hein, comédie que j'aime beaucoup, j'en ai un bon souvenir. Tucker and Dale Fight le mal d'Eddie Craig, qui est disponible chez Whiteside. Donc avec nos amis Tucker and Dale en fait, et qui se battent contre le mal. C'est vraiment ça l'histoire, Damien. Le film a deux histoires. On est d'abord introduit par un jeune groupe qui va à la campagne, qui va en forêt, prendre des vacances entre adolescents et s'amuser, et qui vont tomber sur deux personnes qui prennent pour des pécrinos et qui les inquiètent dès le départ. Et juste après cette rencontre, on a le point de vue de Tucker et Dale, qui sont deux personnes de la ville, en fait, qui viennent tout juste d'acheter une cabane dans les bois et qui sont heureux parce qu'ils ont mis ça à leur économie, ils ont toujours rêvé d'une maison de vacances, ils vont enfin y aller. Et c'est à partir de ce moment-là que le film devient très intéressant parce qu'il repose entièrement sur un quiproquo, c'est-à-dire le quiproquo des jeunes qui sont certains que ce sont des tueurs qui leur en veulent et qui veulent absolument leur faire leur peau, et Tucker et Dale qui voient tous ces jeunes qui commencent à mourir autour d'eux et qui sont inquiets et se disent mince, on a installé notre maison de vacances à un endroit où les gens viennent se réunir pour se suicider. Et le film est donc une comédie horrifique, voire une comédie horrifique romantique,
extrêmement drôle. Enfin, à chaque fois que je le revois, il m'amuse vraiment. Il y a beaucoup de gore et les différentes morts sont vraiment très sympas. Vu que c'est un film qui parodie toute la exploitation, forcément, enfin, qu'on soit dans, enfin, beaucoup de films de la exploitation font référence à Délivrance et le film n'y manque pas. Et on peut dire que les jeunes avec qui ils sont, sont plutôt des idiots assez stéréotypés. Et c'est intéressant de voir qu'au final, les seuls personnages qui sont pas stéréotypés dans cette histoire, c'est Tucker et Dale par rapport aux autres. Après, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'aimais bien voir les films avec Tyler Labine, que en fait j'ai découvert avec Dirk Gently, qui avait un rôle sympa, et surtout Alan Tudyk, pour lequel je me suis rendu compte qu'il était vachement actif dans le monde du cinéma. Il fait plein de doublages, c'est-à-dire que il tourne dans la série actuellement Harley Quinn, il a fait du doublage pour La Reine des Neiges, Utopie. En fait, il fait beaucoup de doublages chez Disney et l'un des derniers films qu'il a fait, c'était Deadpool 2. Et du coup, à chaque fois, je vois sa tête, maintenant, je suis extrêmement heureux. Et du coup, à chaque fois, je le revois dans Tucker et Dale, je suis encore plus content. Donc oui, c'est un super film. Et en fait, la force de cette parodie, contrairement à des Scary Movie ou Haunted House, qui vont généralement prendre une quantité dingue de films et qui vont essayer de caser le plus de références, c'est un film qui va essayer de se tenir à une unité de narration et de référence afin de pouvoir réussir sa comédie. Et du coup, au final, c'est un film sanglant et drôle et on lui en demande pas plus. Oui, je crois que ce qui fait la force du film, c'est un grand respect pour le genre, comparé au Scary Movie, tout ça, où il y a un second degré, un côté méta fatigant, même C'est du imbitable. mépris. C'est du mépris. On a vraiment là un film qui respecte le genre tout en une grande maîtrise des conventions du genre parce qu'on les retourne quelque part. Thomas, tu voulais dire quelque chose? Ah oui, moi, les Scary Movie, tout ça, c'est du mépris. Ça prend le genre de haut. Ouais, je suis Tucker d'accord. Tucker Handel, c'est vraiment très drôle, c'est très bien écrit, c'est très intelligent. Et effectivement, ça joue sur les clichés. Mais ce qui est bien dans Tucker Handel, c'est que les personnages, ils ne jugent pas leurs personnages. Ils sont tous attachants. Ils ont tous quelque chose, même les jeunes, qui sont tous un peu bêtes, ils sont tous attachants. Et puis les deux personnages principaux, les deux bouseux là, ils sont sympas. Ce sont des mecs sympas, même si ça joue sur le rapport entre les jeunes qui se disent goinfrés au vendredi 13 et compagnie, qui se disent bah, les bouseux là, c'est forcément des tueurs en série, qui en plus, l'un d'eux a racheté une maison qui était la maison d'un tueur en série, avec plein de pièges dedans, des coupures de journaux de meurtre, etc. etc. Et eux, tout ce qu'ils voient, c'est ah, t'as vu ça, le coupon est illimité. Alors qu'il y a plein de coupons, il y a plein de coupures de journaux qui relatent des meurtres, etc., des os accrochés au mur, etc. Et les mecs, ils ne voient pas ça. Et c'est un film qui est effectivement extrêmement drôle. Moi, je l'ai revu. Il y a des passages, je suis particulièrement mort de rire, notamment un passage avec une tronçonneuse qui me fait vraiment hurler de rire. Le film ne faiblit jamais, je trouve. Et, y a, et même les jeunes qui sont quand même décrits comme un peu bêtes, il y a l'une d'elles qui est quand même plus intelligente que les autres, qui est étudiante en psychologie, etc. Et c'est vrai que le film va à l'encontre de tous les clichés qu'on peut voir dans Vendredi 13 ou tous les autres films de exploitation. Et pour moi, c'est vraiment un grand plaisir de le revoir à chaque fois parce que c'est vraiment un film où on est vraiment mort de rire, quoi. Justement, on va rester avec des gars sympas du Sud parce que toi, Thomas, tu voulais nous parler de films avec des gars du Sud, mais en fait, des gars plutôt sympas, quoi. Tu nous as choisi deux films là avec, bon, le point commun, on va dire, va être Burt Reynolds, quoi. Et oui, deux films avec Burt Reynolds, dans lesquels Burt Reynolds impose son personnage qui reprendra dans plusieurs films. Enfin, son personnage, pas le même personnage, mais le personnage, l'archétype du personnage du gars du Sud qui aime les grosses bagnoles, qui fait de la contrebande de whisky, qui fait comment ça s'appelle quand on fabrique du whisky? Distillation. La distillation. Qui distille du whisky qu'on appelle les bootleggers et le whisky qu'on appelait à l'époque le moonshine. Et donc le premier film
Burt Reynolds a joué dans beaucoup de séries télé, il a joué dans quelques films, et là, le film où il explose littéralement comme star, qui le fait devenir une grande star, c'est Délivrance, dans lequel il a joué quelques années plus tôt, Délivrance de John Boorman. Et donc, le film où il commence à imposer ce personnage de bootlegger, de mec sympa qui conduit des grosses bagnoles et qui fait des courses-poursuites avec des shérifs un peu racistes, etc., c'est Les Bootleggers. White Lightning en anglais. C'est un film de Joseph Sargent. Joseph Sargent, c'est pas un grand metteur en scène, c'est un faiseur plutôt efficace. Bon, il ne faut pas citer Les Dents de la Mer 4 quand on parle de Joseph Sargent, sinon ça peut faire mauvais genre. Mais Les Bootleggers, donc c'est plutôt un polar plutôt sympa. C'est ce qu'on peut, dans la série Exploitation, ça fait partie de ce qu'on appelle les films de Good Old Boys. Donc le Good Old Boys, c'est bien sûr Burt Reynolds qui incarne ici Gator qui est en tôle parce qu'il s'est fait pincer pour distillerie et puis contrebande de whisky. Et en tôle, il apprend que son petit frère a été retrouvé mort au fond d'un marais. Et on soupçonne que c'est le shérif incarné par Ned Beatty. Alors, un rôle à contre-emploi de Ned Beatty, où il joue un salaud, un shérif raciste, sadique, corrompu. Et donc, il aurait été assassiné par ce shérif, Ned Beatty. Et donc, Burt Reynolds tente de s'évader pour aller se venger. Et bien sûr, il se fait rattraper vite fait. Mais il finit par faire un deal avec le FBI en disant vous me relâchez, moi pendant ce temps-là, je travaille pour vous et je fais tomber ce shérif corrompu. Et donc il sort de prison avec l'accord du FBI pour aller faire tomber le shérif. Et donc là, c'est un film plutôt efficace. C'est pas du grand cinoche, mais c'est un film plutôt efficace à base de fusillade et surtout de courses de voitures, de poursuites de courses en voiture. Où il conduit évidemment une voiture avec un moteur surpuissant. Et donc, on a droit à des courses-poursuites entre lui et les shérifs du comté dans lequel il est. Et c'est un film plutôt sympa. C'est un bon polar d'aventure avec plein de poursuites et d'actions. Et donc, il y a une suite qui s'appelle Gator. Gator, donc c'est le même personnage, c'est le nom du personnage, Gator, avec donc Burt Reynolds, et c'est cette fois réalisé par Burt Reynolds. Et c'est sa deuxième réalisation. Il avait réalisé un épisode de série télé auparavant, et là c'est sa première réalisation pour le cinéma. Donc il reprend son personnage. Bon, donc ça peu ou prou la même histoire. Là cette fois, on lui demande il est toujours contrebandier. Contrebandier, il fait toujours du whisky dans les Everglades, tout seul, peinard, avec un grand-père et puis sa fille. Et on vient le chercher pour lui demander de faire tomber un proxo, une sorte de petit mafieux assez méchant quand même, d'une petite ville. Cette première réalisation de Burt Reynolds, on sent bien transparaître la personnalité de Burt Reynolds, l'acteur. Alors, il paraît que sur les tournages, c'était la grosse fête, comme sur les tournages de Roberto Rodriguez, il faisait des barbecues et tout, c'était la teuf. Ouais, je trouve que ça transparaît vachement bien à travers le film, parce que le film est beaucoup moins carré que le film de Joseph Sargent. Le film de Joseph Sargent, ça rigole pas beaucoup, c'est plutôt sec, c'est plutôt violent. Et là, c'est un film où il y a beaucoup plus d'humour. C'est un film qui dure plus longtemps, qui prend plus son temps. Et il y a un film, c'est beaucoup plus d'humour, et c'est le personnage, il peaufine un peu son personnage de good old boy, complètement désinvolte, plein d'humour, mais aussi gars un peu baraqué, musclé, qui n'hésite pas à faire appel à ses muscles quand il faut. Donc le film est beaucoup moins carré que le précédent. C'est quand même sympathique. C'est vers la fin que ça commence à devenir un petit peu plus méchant, un petit peu plus violent. Il y a Laura Newton aussi dedans. Laura Newton qui était très mignonne. Il y a notamment des beaux plans sur elle lors d'une scène d'amour, d'une scène romantique sur la plage. Et donc c'est un diptyque. Les Bootleggers et Gator, c'est un diptyque tout à fait sympathique pour ceux qui aiment le whisky, le bon whisky. Je précise que c'est disponible en DVD chez MGM. Voilà. Les deux sont disponibles chez MGM. Tu as parlé de course-poursuite, de voitures et tout ça. Donc moi, je vais un peu rester dans le sujet avec un film que j'espère vous avez vu parce que c'est un film qui vaut vraiment le coup d'être vu. Petite série B, un peu méconnue, mais qui est vraiment un excellent film. C'est Course contre l'enfer de Jack Starrett. Et Jack Starrett, c'est un acteur et un réalisateur.
alors qui est mort à un peu plus de 50 ans, qui avait malheureusement beaucoup de soucis d'alcool, ce qui a un peu écourté sa vie. Et c'est bête, parce que c'est un réalisateur très talentueux et un acteur très talentueux. Vous connaissez tous Jack Starrett, puisque c'est le flic très méchant dans Rambo, qui est le seul en fait personnage qui meurt dans le premier Rambo. Car on rappelle que dans le premier Rambo, il n'y a qu'un seul mort. C'est ce flic très très méchant qui est dans l'hélico et qui est sadique et qui veut absolument torturer Stallone au début dans le commissariat et puis qui ensuite veut absolument le tuer, le flinguer quand il est dans l'hélico. Et il est infect. Et alors, forcément, il est marquant et c'est normal parce que beaucoup de charisme, beaucoup de prestance. Et Starrett a joué dans pas mal de films. D'ailleurs, il joue dans Course contre l'enfer. Il a le rôle je crois, d'un pompiste. Enfin, voilà, un petit rôle comme ça dans le film. Il apparaît furtivement. Et Course contre l'enfer, alors c'est disponible en DVD chez Fox. Et c'est un film de 75. Alors Jack Starrett, c'est pas un inconnu pour les amateurs de série B, de cinéma d'exploitation comme on dit maintenant, de cinéma de genre. Il a réalisé par exemple un petit classique de la blaxploitation qui est Dynamite Jones avec Tamara Dobson. Il a réalisé aussi Massacre avec Jim Brown. Il a réalisé un autre, enfin pas le meilleur de la série, mais un des films d'une série, d'une trilogie de classiques de la exploitation, Justice sauvage. Voilà. Lui, il a réalisé le troisième. Il a aussi réalisé un film qui avait été un énorme succès de vidéoclub qu'on s'arrachait quand on était gamin, qui était les machines du diable. Il y a The Losers avec ces bikers qui partent en mission au Vietnam. Enfin bon, il a fait des séries B très efficaces et ce qui frappe chez Starrett, c'est que c'est un très bon metteur en scène. Et Course contre l'enfer est certainement son meilleur film pour le cinéma, parce qu'il a aussi beaucoup travaillé pour la télé. Et le film démarre par un générique vraiment très très marquant. Il y a d'abord une route qui est coupée en deux avec les bandes jaunes discontinues au milieu, où on voit les noms des deux stars du film, Henry Fonda et Warren Oates. Alors, excusez du peu, Henry Fonda, l'acteur vraiment du nouvel Hollywood, quoi, Easy Rider, voilà, Henry Fonda, quoi, Peter Fonda, pardon, du nouvel Hollywood, Easy Rider et compagnie. Et puis Peter Fonda d'un côté, Warren Oates de l'autre. Warren Oates, l'un des acteurs comment dire, de chevet de Peckinpah, et qui est aussi dans un des classiques de la exploitation, le héros de Cockfighter de Monty Hellman, qui est vraiment un excellent film également. Et la route disparaît, et tout à coup, on a un arbre en ombre chinoise. Derrière, le ciel devient rouge et la caméra zoome sur l'arbre pour arriver à l'intérieur de cet arbre. Et la musique est hyper flippante. C'est une musique de Leonard Grossman où il y a une sorte de mélange comme ça de trompettes très stridentes et de percussions assez agressives. Et puis le film débute. Le film débute et Warren Oates, il a un garage. Il est pote avec Peter Fonda, qui est donc un pilote de course, un motard. Alors comme ça permet à Jack Starrett, qui adorait filmer des motos, voilà, qui adore filmer les voitures, les motos, mais il aime vraiment beaucoup les motos. Et il filme comme ça des essais. Il filme Henry Fonda en train de faire de la moto. À un moment, il filmera aussi Henry Fonda et Warren Oates qui s'amusent à se poursuivre en moto. Voilà. Enfin bref, il adore ça. Il le fait très bien. Il le filme très bien, variant les valeurs de plan et tout ça. Mais bon, c'est pas là le cœur du film. En fait, ils décident, c'est des gens qui travaillent tout le temps, visiblement, et qui écument les États-Unis pour faire des courses de moto. Et ils décident de partir avec leurs femmes respectives. Alors, il y a Loretta Swift, qui est la femme de Warren Oates, et Lara Parker, qui est la femme de Peter Fonda, et leur chienne Ginger, voilà, un personnage important dans le film. Ils partent dans un camping-car incroyable, une sorte de gros mobil-home même, hein, qui est très très c'est vraiment les urbains qui étalent leur richesse, quoi. Voilà, hyper équipés. On est en 75, hein, donc il y a la télé, il y a le micro-ondes et tout. Et à l'époque, c'est le top du top du top, avec gigantesque au vent. Enfin, c'est grand comme une maison. On peut vivre dedans déjà à deux couples, la preuve. Donc c'est immense. Et ils partent écumer les routes, traverser un peu une partie des États-Unis pour se rendre dans une station de ski, parce qu'ils veulent se changer les idées. Ils veulent vraiment profiter. Voilà. Et puis un soir, il se bourre la gueule après avoir pris un bon repas bien arrosé. Alors, oui, pour la petite histoire, la femme j'ai oublié de dire, Peter Fonda, c'est Lara Parker. Et Lara Parker, elle n'est pas très connue en France, mais c'est une vraie star aux États-Unis.
puisque c'est le rôle féminin, un des rôles importants de la série Dark Shadows de Dan Curtis, voilà, qui est vraiment culte aux États-Unis, pas connu en France, mais qui est vraiment culte. Et bon, donc un soir, il se saoule la gueule, voilà. Alors les deux femmes vont se coucher, enfin restent à l'intérieur de la caravane, enfin du mobil-home, et les deux types vont se boire des whisky dehors et tout ça, et puis tout à coup ils entendent du bruit. Alors ils prennent leurs jumelles, ils vont voir, et il y a l'arbre qu'on a vu dans le générique qui est là, et des types qui commencent à mettre le feu au pied de l'arbre, qui font un feu. Et puis au début ça les amuse parce qu'ils assistent à une sorte de messe noire. Et puis ils commencent à voir les filles se foutre à poil et tout, ils se disent ça va tourner à l'orgie, ça va être bien sympathique. Alors, bien évidemment, ils évitent bien d'inviter leurs femmes, et puis ils prennent leurs jumelles pour un peu mater tout ça et tout. Et puis, ça va pas vraiment être une orgie en fait. C'est une messe noire, donc qui dit messe noire dit sacrifice humain. Et l'une des jolies demoiselles dévêtues, est sacrifiée. Voilà. Et là, c'est un peu la panique. Et puis à ce moment-là, la femme de Warren Oates se demande où ils sont, et allume la lumière du mobilo, mais les appelle. Et les gars, qu'est-ce que vous faites? Alors, ils ont beau lui dire, mais tais-toi, fais pas de bruit, tout ça et tout. Bon, évidemment, ceux qui font la messe noire les remarquent. Et là, c'est le début d'un long cauchemar pendant 1h15. Le film dure 1h25, je crois. C'est vraiment hyper efficace. Et pendant 1h15, donc ils vont être poursuivis par les gens qui ont participé à cette messe noire. Alors, le lendemain, ils vont voir le shérif le plus proche, qui est joué par R.J. Armstrong. Alors, excusez du peu, immense acteur, qui a souvent fait le prédicateur fou, le prêcheur un peu dingue chez Sam Peckinpah. Encore une fois, on est vraiment dans la bande de Peckinpah, là. Hein, voilà, c'est la rencontre de plusieurs enfants terribles du nouvel Hollywood, en fait. Hein. Même si Peckinpah, c'est pas le nouvel Hollywood, mais enfin, à son corps défendant, il en faisait partie. Voilà. Et ça donne un film de dingue. Voilà, ça donne un film vraiment excellent. Je me rappelais d'une bonne série B, je me rappelais pas que c'était aussi bon. La mise en scène est excellente parce qu'en fait, on est dans un film totalement paranoïaque, du flic au pompiste, enfin tous les personnages. On a l'impression qu'ils font partie de cette secte. On a l'impression que toute la région fait partie de cette secte et qu'en fait tout le monde leur en veut et tout le long du film ils sont régulièrement attaqués, poursuivis. C'est très très spectaculaire. En plus, il y a des poursuites très spectaculaires. C'est très très impressionnant et c'est un immense film paranoïaque. Et ce qui est passionnant avec ce film, c'est qu'au final, ces gens riches, enfin riches, voilà, mais ces gens qui étalent un peu leur richesse, pas de manière volontaire d'ailleurs, hein, c'est tout. Ils ont un super camping-car et tout, ils sont contents. Ces gens qui étalent un peu tout ça et on se rend compte qu'à la fin, c'est des rêves, les idéaux qui sont complètement bafoués en fait, parce que c'est un peu comme dans la colline à des yeux dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que ils sont à l'abri ni dans leur propriété, donc dans leur mobil-home, ni à l'extérieur. Ils sont en danger partout. Tout représente le danger. C'est un grand film sur l'insécurité, en fait, quelque part. Hein. De ce côté-là, c'est assez surprenant. Mais c'est surtout, avant tout, parce que c'est surtout avant tout une incroyable série B, un grand film paranoïaque, où tout, même le moindre petit dialogue, devient sibyllin et prend une autre tournure. Par exemple, à un moment, leurs voisins de camping, parce qu'après, ils arrêtent le camping sauvage, hein, une fois qu'ils sont tombés sur la messe noire, à un moment, leurs voisins de camping les invitent dans un bar le soir, un bar de Pecno, avec comment dire, la musique country, les bagarres à la shérif fais-moi peur dans le saloon, enfin voilà. Et ils les invitent le soir dans un bar, et à un moment, l'un des protagonistes dit à Peter Fonda que la fête commence. Mais on se dit, quelle fête? Est-ce que c'est leur fête à eux? Est-ce qu'ils vont leur faire la fête? Parce que nous, on les trouve bizarres, ces gens. On se demande. Et en fait, tout le film est comme ça. Et tout le film, c'est un film totalement paranoïaque. Je me souvenais pas que c'était un film aussi paranoïaque. Et en plus, la mise en scène, elle joue vraiment avec ça. Dans la manière de filmer les différents interlocuteurs. Le scénario est vraiment à la base d'ailleurs de Lee Frost, qui est un grand artisan de la série B aux États-Unis. Et c'est un film, moi, que j'ai revu avec plaisir. Et un film vraiment particulier. C'est une plongée dans l'univers comment dire, des paysans. Et en même temps, c'est aussi un grand film fantastique paranoïaque. On va quitter la route. On va pas vraiment la quitter, puisqu'on va parler d'un détour. Vous me voyez venir. On va parler on va faire un bond dans le temps et on va parler d'un détour mortel. Alors, détour mortel qui est
qui est une véritable c'est devenu une franchise à tel point que là, il y a le 7e film qui devait sortir cette année. Une franchise qui démarre, Damien, en 2003, sous l'égide de Rob Schmidt. D'ailleurs, le premier est disponible chez TF1 Vidéo pour ceux que ça intéresse. Et donc, qu'est-ce donc que cette série des Détours mortels, Damien? Détour mortel repose sur un simple principe, c'est généralement un groupe de personnes qui sont en route pour un endroit, qui vont avoir un accident ou un problème, ou alors qui vont y arriver, mais ce n'est pas l'endroit de rêve auquel ils espéraient, et qui vont se retrouver attaqués par une bande de dégénérés. Alors, en soi, le scénario est pas dingue, mais il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'un peu chaque film fait référence dans sa structure ou à un moment à un autre film. Le premier fait une référence directe à Délivrance, mais ils y passent tous à un moment. On trouve dans le deuxième film une sorte de dîner avec tous les dégénérés, un peu à la massacre à la tronçonneuse. Dans le troisième, on a un petit côté Devil Reject où un des enfants des dégénérés se fait tuer et du coup de manière assez atroce et du coup toute la famille, les dégénérés tentent de se venger et en même temps on a envie qu'ils vengent leur enfant et en même temps c'est des dégénérés cannibales donc ça aide pas trop d'avoir de la sympathie. J'avais un bon souvenir des films, je les ai revus et en fait ils sont pas top. J'ai trahi mes souvenirs, bon c'est une bonne chose, au moins maintenant je suis au courant. Le premier film est pas mal. Enfin, c'est l'un des films qui s'en sort le mieux pour moi dans sa narration, dans sa façon de filmer. Comme je dis, le scénario et le personnage est faible. Et au final, on regarde surtout pour voir les crimes, l'ingéniosité et le gore qu'il y a derrière. Et tout ça est produit par une famille de dégénérés très particulière qui sont appelés les Illy Killers. Ce qui est intéressant vu que on sent on sent aisément la référence à Wes Craven et à La Colline à des yeux notamment, parce que dans Illy Killer, on a Hill pour colline et Killer pour tueur, donc c'est pas un hasard, c'est certain. Et parmi ce groupe de tueurs, celui qu'on retrouve à travers tous les films, c'est Three Fingers, un dégénéré qui a une main que 3 doigts, comme son nom le dit. Et ensuite, on en a un autre qui est un peu plus récurrent, qui s'appelle One Eyes, avec un seul œil. Et Sawtooth, qui a la particularité d'avoir taillé ses dents pour les rendre pointues. L'autre, je sais pas si c'est un désavantage ou une force, mais c'est assez particulier, c'est que les films en soi sont dans le désordre. C'est-à-dire qu'ils sont pas forcément reliés entre eux, c'est-à-dire qu'on peut regarder n'importe lequel, mais que si on tente de trouver une chronologie, ce que j'ai tenté de faire, je me suis prêté à l'exercice, c'est assez compliqué vu que le quatrième raconte les origines, le sixième semble être pas très loin de là, ensuite on enchaîne avec le cinquième, puis le premier, puis le deuxième, et enfin le troisième film, ce qui est assez étrange. Et cela s'explique parce que le premier film, c'est juste un groupe de jeunes qui se perdent dans la forêt et qui affrontent les 3 tueurs, dont une partie qui réussit à s'en sortir. Le deuxième film, c'est juste, c'est toute la famille de dégénérés qui est présente pour cette fois s'attaquer à un casting d'une télé-réalité qui a décidé de s'installer au mauvais endroit pour tourner sa série. Le troisième film, c'est un quart de prisonnier qui a un accident et qui se retrouve du coup dans ces bois. Le quatrième film parle cette fois d'un asile qui est le lieu où ont été recueillis les 3 Illy Killers dont je parlais au début et qui finalement vont décider d'y rester et d'y lier un peu, enfin d'en faire un peu leur logement où une bande de jeunes va venir s'y installer. Le quatrième volume décide de se passer du coup dans un asile, dans un endroit qui est à la fois boisé, mais il y a beaucoup de plans où ça ne l'est pas, et c'est durant l'hiver. Le cinquième film est intéressant, mais j'étais déçu parce que l'idée du principe, c'est que les 3 dégénérés ont leur père qui se fait prendre, et du coup, ils décident d'assiéger littéralement une ville et un commissariat pour la récupérer. Et le scénario a beaucoup d'ambition, mais au final, le film n'en a pas, mais les meurtres restent imaginatifs et gore. C'est un peu ce que propose la franchise. Et le sixième film en lui-même se passe finalement sur un jeune citadin qui débarque de la ville avec ses amis et qui découvre qu'en fait, il a un héritage qui est lié au territoire, notamment un asile, enfin un hôtel qui était avant un asile. Donc il y a plein de petits liens comme ça qui sont faits. Donc si vous cherchez quelque chose de bien écrit et d'impressionnant, c'est pas Détour mortel qu'il faut regarder. Par contre, si vous voulez une série B assez décontractée
quelquefois Maline, c'est le bon film pour vous. Mais comme tu disais, Jérôme, normalement, il devait y avoir un 7e film tourné et fini de tourner et monter cette année qui devrait sortir, mais comme l'industrie du cinéma en 2020, c'est un point d'interrogation. Parce que de base, ce film qui devait sortir, c'était pas juste un 7e film, une suite, c'était un remake intégralement, pour relancer intégralement la série. Et le point qui est très particulier à ça, c'est que depuis, si ce n'est le premier film, tous les autres films sont sortis en direct ou DVD. Et ce 7e film, je ne sais pas ce qu'ils avaient prévu, mais à mon avis, s'ils voulaient en faire un remake, ils avaient prévu de le ressortir en salle. Donc, je ne sais pas quel avenir il y aura pour les détours mortels. Oh, bah, c'est une franchise tellement rentable, ça va continuer. Alors après, c'est vrai que le premier film, quand il est arrivé à une période où le cinéma horrifique, en tout cas les slashers, étaient en perte de vitesse. Donc, qualitativement, il était quand même supérieur. Bon, il était plus riche, hein, je pense, hein, en termes de production. On sent qu'il y a un peu plus de moyens avec des acteurs qui sont pas très connus, mais qui sont des acteurs en devenir, tout ça. Enfin bon, à partir du 2, on sent que c'est très cheap au niveau des moyens et que ça, on n'est plus du tout dans la même économie. Moi, le premier film, lors de sa sortie, j'avais passé un bon moment, tout en le prenant pour ce que c'est, une série B horrifique assez efficace, qui reprend aussi pas mal d'éléments à un film de Jeff Lieberman de 1981 qui s'appelle Survivance. Il y a pas mal d'éléments qui sont repris à cet excellent film de Lieberman, hein, et excellent. Pas le meilleur film de Lieberman, mais en tout cas c'est un bon film. Et parce que Lieberman c'est un dingue, hein, je veux dire comment dire sa nuit des vers géants et puis son rayon bleu, Blue Sunshine, c'est quand même des films de taré. Donc ça c'est un peu moins bien, mais Survivance, il y a quand même cette idée, par exemple, d'une fille qui monte dans les arbres pour se cacher de ses agresseurs, qui est quelque chose qu'on retrouve parce qu'il y a un long moment dans les arbres, dans Détour mortel. Et après, moi, je trouve la série en fait, c'est une série très bis, quoi, parce que c'est assez fauché, voilà, mais c'est pas désagréable, voilà, c'est pas génial, mais ça passe le temps et moi, j'aime beaucoup celui de télé-réalité, qui me fait beaucoup rire. C'est complètement con, hein, attention, hein, vous attendez pas à quelque chose de profond. Hein, c'est complètement con, mais ça fait plaisir des fois un film complètement con qui se prend pas au sérieux. Et donc c'est vraiment, non, c'est vraiment voilà, une série de films à voir pour se vider la tête, quoi. Ça va pas changer la face du cinéma, mais il y a pire, quoi. Voilà, il y a bien pire. Ouais, mais il y a un moment, ça finit dans une impasse. Hein. Comme cela fait maintenant pas mal de temps que ce live a débuté, je voulais qu'on se quitte sur un grand film méconnu pour moi, vraiment un film que j'apparenterais pour moi à quelque part une sorte de. Alors, le mot est peut-être fort, mais un peu un chef-d'œuvre oublié, quoi. D'abord, dans la exploitation, je pense que c'est un des meilleurs films du genre. Voilà. Je pense aussi que son réalisateur est un des réalisateurs les plus sous-estimés, mésestimés d'Hollywood. Moi, c'est un réalisateur que je mets dans la droite descendance de Samuel Fuller. Pour moi, c'est une sorte de mélange entre Samuel Fuller et Peckinpah, quelque part. Un petit peu inclassable, un petit peu classique, mais aussi très intéressé par l'histoire des États-Unis. Je veux bien sûr parler d'un réalisateur que vous avez tous deviné qui c'est. Oui, non, je ne sais pas. Walter Hill, évidemment. Je veux parler de Walter Hill, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup et qui a signé, bon, parmi ses films les plus connus, il y a les Warriors, les Guerriers de la Nuit, voilà, évidemment, mais qui a une longue filmographie, qui a une très longue filmographie, et quand il tourne ce film, il vient de faire le film sur les frères James, qui est très très bien, le gang des frères James. Il va faire 48 heures, je crois, juste après. Donc il est à l'orée du plus grand succès de sa carrière. Hein. 48 heures, c'est le film qui va vraiment le lancer dans le cinéma un peu plus commercial, avant d'être un peu boudé par les studios et de revenir à un cinéma, alors non pas plus intimiste dans les moyens, mais toujours très ambitieux. Et ces derniers faits d'armes, c'est des bandes dessinées, parce il a plus de difficultés à mettre en scène il a plus de difficultés à mettre en scène ses scénarios. Donc il va passer par la bande dessinée, mais surtout il va passer par la télévision aussi.
et par une série qui est quand même assez passionnante, qui vient de connaître un dénouement là, enfin un dénouement où il pourrait y avoir une suite d'ailleurs, c'est Deadwood. Voilà. Donc je parle de Walter Hill. Et Walter Hill en 81, donc il signe un film qui est disponible en DVD. Alors il y a pas d'éditeur marqué sur le DVD, mais c'est Aventi en fait. Et c'est un grand film. C'est un film incroyable. Ça s'appelle Sans retour dans le titre français, mais le titre original c'est Southern Comfort. Et Southern Comfort, c'est un titre ambivalent parce que ça veut c'est à la fois une boisson. Ça, je l'ai découvert, une boisson alcoolisée évidemment. Je l'ai découvert dans le générique de fin parce que dans le générique de fin, à la toute fin, il remercie la marque Southern Comfort de les avoir autorisés à utiliser la marque comme titre de film. Et puis, c'est une expression aussi qui veut dire l'accueil chaleureux des gens du Sud, quoi, le bon accueil des gens du Sud, la tradition de l'accueil des gens du Sud. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ce film? Eh ben, on a une bande de, c'est assez extraordinaire. Une bande en fait, c'est des sudistes contre des sudistes en fait. Enfin, c'est assez passionnant de ce côté-là d'ailleurs. C'est bouseux contre bouseux quelque part, mais voilà. Enfin, c'est les réservistes américains. Il y a une réserve qui est très forte. Ça existe aussi en France, mais c'est plus appuyé aux États-Unis. C'est plus prégnant parce que le sentiment patriotique aux États-Unis est plus important. Et ils se réunissent un week-end pour faire comment dire, des manœuvres. Voilà. Et ils doivent faire un parcours d'une quarantaine de kilomètres, 38 kilomètres, voilà. Alors, ils sont encadrés par un vrai type, je crois que lui c'est un vrai militaire qui est joué par Peter Coyote, un de ses rôles les plus courts dans l'histoire dans l'histoire de sa carrière, à Peter Coyote, hein. Et donc qui les emmène en manœuvre. Voilà. Et donc ils se répartissent en différents groupes. Ils doivent se retrouver d'un point A à un point B. Et puis dans un des groupes, il y a un concentré de testostérone parce que, excusez du peu, il y a un groupe d'acteurs que aujourd'hui Thomas tout à l'heure parlait d'acteurs lisses. Et ben là c'est tout sauf des acteurs lisses. Voilà, c'est un peu tout ce qu'on regrette dans le cinéma d'aujourd'hui, où pour un Benicio del Toro dans les années 2000, il y en avait 20 dans les années 70 et 15 dans les années 80. Voilà. Et là, donc, dans la bande, il y a Keith Carradine. Voilà. Alors, Keith Carradine, pas besoin de le présenter, hein, le frère de Kung Fu. Il y a Powers Booth, un acteur excellent, hyper charismatique. Vraiment vachement bon. Il y en a d'autres. Il y a Fred Ward, par exemple. Même Peter Coyote, qu'on voit pas très longtemps. Voilà, des acteurs qui en imposent. Et donc, tout ce petit monde est un peu... en fait, c'est un peu des blaireaux à qui on donne des balles à blanc et qui jouent aux militaires, mais qui n'en sont pas vraiment. Certains l'ont été, d'autres ne le sont pas vraiment. Voilà. Et c'est surtout l'occasion, le week-end, on comprend vite pour ces réservistes d'aller boire des bières et d'aller, coucher avec des prostituées. Hein, voilà, c'est un peu le programme. Voilà. Et là, ils sont dans la forêt, dans les marais. Et puis, ces militaires du dimanche, eh bien, ils n'ont plus de boussole, ils n'ont pas de boussole. Ils n'ont plus qu'une carte. Et à un moment, ils arrivent près d'une cabane de chasse et de pêche à la fois où on pense qu'elle appartient à des braconneurs. Alors, ils sont dans le territoire des Cajuns. Donc, les Cajuns qui parlent donc français, enfin, une sorte de patois français, voilà. Et ils trouvent évidemment des pirogues, enfin des barques qui évoquent évidemment aux Délivrances. Hein, voilà. Les deux films dialoguent, hein, d'ailleurs, Délivrance et Sans retour. Et ils se disent, comme ils n'ont plus de boussole, ils n'ont plus qu'une carte, et puis qu'ils sont un peu branleurs quand même sur les bords. Alors les plus forts en gueule de la bande se disent, on n'a qu'à prendre les barques, on va leur laisser un mot aux bouseux, voilà, et on va prendre les barques, et puis on va traverser, comme ça on sera tout de suite arrivé. Voilà. Ok. Sauf que les Cajuns débarquent, les Cajuns arrivent, pendant que les militaires les réservistes sont sur l'eau dans leur barque, et puis ils ont laissé un mot. Hein. Donc, alors on ne sait pas s'ils le lisent ou pas, parce qu'on est du point de vue dans les barques, on est du point de vue des réservistes. Et là, ils s'aperçoivent au loin, ils voient les Cajuns. Alors, ils commencent à leur faire signe, tout ça. Évidemment, il y en a un qui sait parler français, mais il trouve rien de mieux à dire qu'à se moquer d'eux, en fait, hein, à être irrespectueux. Et puis, il y a un des blaireaux de la bande qui se décide à faire peur aux Cajuns
et à leur tirer dessus avec des balles à blanc. Voilà, donc ils tirent comme ça, tac, 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 avec sa mitraillette. Ça les amuse, ça les fait bien rigoler. Ça les fait bien rigoler, sauf que 30 secondes plus tard, il y a Peter Coyote, leur chef, qui se prend une balle en pleine tête. Parce que les Cajuns, eux, ça ne la fait pas marrer. Les Cajuns, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien demandé à personne. C'est des chasseurs, on le sait, puisqu'il y avait des poissons d'accrocher, puis des peaux de bêtes et des bêtes en train de se vider de leur sang et tout ça. Et on vient leur piquer leurs affaires, et en plus, on leur tire dessus. Bah, qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils ripostent. Voilà. Et là va débuter un véritable cauchemar pour cette patrouille, où ils se retrouvent à 8, et puis petit à petit, ils vont être de moins en moins nombreux. Et alors là, débute un film incroyable, avec la photo d'Andrew Laszlo qui est magnifique, la musique de Ry Cooder qui est magnifique, des plans incroyables sur les marais, sur la forêt. Et en fait, on débute un film fantastique. En vérité, on est dans un film fantastique. Dans un film fantastique, et ce qui est très fort, c'est que contrairement à d'autres films du genre, les Cajuns, en fait, moi, je les comprends en fait dans leurs actes, dans ce qu'ils font dans le film. On peut les comprendre puisque ils sont agressés, ils font que se défendre, ils se font voler, ils se font agresser, donc ils font que se défendre quelque part. Et ça devient un film fantastique, un film complètement dingue. On parlait tout à l'heure des chiens de paille avec cette ambiance brumeuse et tout. Là, c'est un peu l'ambiance de tout le film, avec des personnages qui pètent les plombs, qui ont des comportements incohérents, et surtout une sorte d'ennemi invisible. Une sorte d'ennemi invisible qui met en scène des pièges avec des lapins pendus, qui déterre des cadavres de terre pour les accrocher, enfin, avec des mises en scène un peu morbides comme ça. Des ennemis qu'on ne voit jamais, qu'on aperçoit furtivement, tels des ombres, tels des fantômes. Et tous ces hommes se retrouvent traqués et n'ont d'autre choix en fait que la fuite ou la défaite. Voilà. Et ça donne un film vraiment étrange où en plus il y a une des thématiques qu'on retrouvait dans un film australien qui s'appelle Long Weekend de Colin Eggleston, qui est en fait aussi la nature qui va attaquer ces gens qui souillent la nature, qui souillent un territoire, en fait, j'irai pas jusqu'à dire un havre de paix, mais en tout cas un lieu naturel préservé, voilà, préservé de comment dire de l'invasion des centres urbains, des centres commerciaux, tout ça, une sorte d'endroit poétique. C'est très très beau, hein. Walter Hill s'attarde souvent sur les paysages, c'est vraiment des paysages magnifiques, et en fait ils vivent un véritable enfer, et la nature, on a l'impression qu'elle les attaque. Par exemple, à un moment, ils se retrouvent attaqués par des chiens, mais des chiens qui n'ont pas de maître, quoi. Il y a des chiens qui les attaquent comme ça d'un seul coup. Et à un moment, il y a une scène encore plus dingue où des arbres les attaquent. Je dévoile pas comment ça se passe, où des arbres les attaquent. Voilà. Et tout le film est comme ça. Tout le film est comme ça. Et dans le film, il n'y a aucun cliché. C'est ça qui est très intéressant. Bon, on pourrait dire que le point de vue est presque misanthrope d'ailleurs, hein, de la part de Walter Hill. Et moi, ce film m'a passionné. J'ai trouvé que c'était quand je l'ai revu, je l'ai réévalué. J'en avais un excellent souvenir. Et je trouve vraiment que c'est un grand film, et un grand film oublié. N'est-ce pas, Thomas? Oui, c'est un des meilleurs films de Walter Hill, c'est sûr. Encore une fois, les personnages principaux qu'on suit, finalement, c'est pas les personnages les plus sympathiques qu'on puisse voir au cinéma, quoi. Et toujours cette opposition entre les soi-disant bouseux et puis la civilisation. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est surtout les derniers plans. Il fait un ralenti, il y a champ contre champ entre Powers Booth et Keith Carradine qui regardent des camions militaires arriver. Je comprends pas ce qu'il veut dire là. Il y a une sorte de fin plus ou moins ouverte, plus ou moins très ambiguë. Ça me semble un peu très obscur pour moi. En fait, pour moi, cette fin, elle est dans la. Alors, ça m'embête parce que je veux pas raconter la fin du film, mais elle est dans la continuité du film. C'est-à-dire que elle se passe après un moment particulier, un moment où on va découvrir la culture cajun. Parce qu'à un moment où ils se pensent en fait sauvés, ils arrivent dans un village cajun. Voilà. Il y a la fête, tout ça. Bon. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on découvre donc un monde, hein, avec leurs chansons traditionnelles, leurs fêtes traditionnelles, des gens qui ne ressemblent pas aussi aux bouseux tels qu'on les montre dans les films.
C'est-à-dire, ils ont des physiques de normaux. Enfin, voilà. Ils sont. Il y a des femmes qui sont belles, il y a des femmes. Enfin, ils ressemblent. Enfin, ils ressemblent au tout venant. Voilà, il n'y a pas de. C'est pas caricatural. Et on n'est pas dans... Et malgré tout, par sa mise en scène, par le comportement de ces deux soldats, on a clairement l'impression que ces personnages sont comment dire, très inquiets. Très inquiets. Tout prend une tournure étrange. À un moment, on voit des autochtones qui tendent des cordes. Alors ils se disent, on va nous pendre. Mais non, ils accrochent juste des cochons, quoi, pour les éventrer puis pour les manger après. Et donc, là, on a basculé. En fait, le film, pour moi, hein, je pense que c'est pour l'acteur il aussi, c'est une métaphore aussi sur la guerre du Vietnam. Et donc, à la fin du film, on n'est plus dans une ambiance réaliste. On a clairement basculé dans une sorte d'ambiance fantastique, une sorte d'ambiance un peu mystique, enfin pas mystique, mais fantastique. En tout cas, ça c'est clair. Presque mystique d'ailleurs, hein, parce qu'ils sont dans une civilisation qui pige pas. Ils sont du même. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont du même endroit en plus. Hein. C'est pas des gens qui viennent qu'on fait 300 km, 400 km, à part le personnage de Powers Booth qui lui a voyagé, qui a vécu au Mexique et tout, voilà. Et qui en plus, on découvre que c'est des gens qui sont dans la société, qui ont dans des catégories socioprofessionnelles importantes, ingénieurs, professeurs, enfin voilà, enfin, même si professeur aux États-Unis, c'est pas toujours un sort très enviable au niveau salaire et tout ça, mais en tout cas qui sont des gens cultivés, qui sont des gens, voilà. Et ça, c'est intéressant. Et pour moi, la fin, elle vient en corrélation dans comment dire, dans la droite lignée de ce qu'on vient de vivre dans la deuxième partie du film. C'est-à-dire, on a à la fois cette métaphore sur la guerre du Vietnam, où en fait des sauveurs sont pas les sauveurs. Voilà. On le voit plusieurs fois dans le film, il y a l'échec du sauvetage où la garde nationale envoie un hélico. L'hélico passe toujours au-dessus d'eux, ne les voit jamais. Voilà, il y a un côté, et plusieurs fois le personnage de Keith Carradine se moque de la garde nationale en fait, en expliquant qu'ils ne sauront pas les sauver, qu'ils ne sauront pas les retrouver, qu'en fait qu'ils sont tous des blaireaux, quoi, des incapables. Et il se compte dedans, hein, il est assez... c'est pas un personnage qui se glorifie non plus, hein, voilà, voilà. Mais bon, pas sympathique hein, d'ailleurs, hein, Thomas, tu as raison. Hein. Et à la fin, ces personnages vivent plus dans le même monde que nous. C'est-à-dire qu'ils ont basculé, ils ont vécu une expérience un peu étrange, et à la fin, ils perçoivent tout comme un ennemi potentiel. Et quand leurs collègues arrivent, ils sont filmés et regardés à la manière d'entités maléfiques, comme les Cajuns qui les poursuivaient. Et pour moi, c'est ça, en fait, pour moi, ces deux hommes ont basculé dans une sorte de folie paranoïaque et ils voient en tout ce qui est autour d'eux un ennemi potentiel. Pour moi, la fin, je la vois comme ça. Donc l'Américain est son propre ennemi et l'Américain est son propre ennemi et c'est aussi pour ça qu'il y a aussi tout ce discours sur la guerre du Vietnam, sur l'échec d'avoir été, ça c'est très Peckinpah, hein, ce qu'on a dans la Horde sauvage aussi, d'avoir été en quelque sorte envahir un peuple contre qui on ne pouvait rien en fait parce qu'on ne maîtrisait pas l'environnement, on ne maîtrisait pas leur culture, d'où l'échec. Et là, il leur arrive la même chose avec les Cajuns. Et à la fin, pour moi, ils ont basculé dans une autre dimension. Ils sont totalement terrorisés, ils sont totalement paranoïaques, et ils ont basculé dans un monde qui n'est plus le monde réel. Donc pour moi, quand arrive la cavalerie pour eux, c'est pas le monde réel. La cavalerie, c'est pour eux quelque chose de dangereux, d'effrayant. Ok. Moi, je vois les choses comme ça, Thomas. Tu peux en débattre si tu veux, mais. Ah, mais parce que ils sont vraiment filmés comme une menace, les camions, les hélicoptères, etc., etc. Il y a vraiment un menace. Pour moi, c'est le point de vue aussi sur la guerre du Vietnam, quoi. Voilà. Parce que moi, je me suis demandé si en fait l'armée était parfaitement au courant d'où ils étaient. Puis s'ils n'étaient pas là pour débusquer ce village cajun ou je sais pas quoi, puis enfin ouais, un truc comme ça quoi. À un moment, les personnages se posent cette question, hein, je sais pas si tu te rappelles. Peut-être, ouais. À un moment, les personnages se posent cette question, se disent, ils viennent pas nous chercher, tout ça. Est-ce qu'après tout, on n'est pas les pantins de quelque chose, quoi. Ouais, voilà. Ouais, je l'interprète comme ça à la fin. Parce Mais que voilà. camion, etc., c'est bizarre quoi.
Mais en même temps, il y a tout ce discours sur la guerre. Donc, les soldats qui sont des pantins au service d'une cause qui n'est pas la leur. Enfin, bon, voilà, c'est particulier. Enfin, La caméra insiste bien sur les sigles, l'étoile de l'armée, USA, US Army, etc., des camions. Elle insiste bien là-dessus, quoi. Et puis Walter Hill, c'est aussi un cinéaste qui a toujours questionné l'histoire des États-Unis. Et qui l'a fait surtout dans sa deuxième partie de carrière. Je pense à des films comme Geronimo. Dans ses westerns, il a beaucoup questionné l'histoire des États-Unis, sans jamais chercher à donner cette version très glorificatrice d'histoire réécrite, comme l'ont fait beaucoup de ses prédécesseurs. Voilà. Parce qu'il s'inscrit dans une tradition du cinéma quand même. Je dis pas qu'il est forcément au niveau de ses pairs, mais il s'inscrit dans une tradition qui est celle un peu de John Ford, de Howard Hawks et tout ça. Il prend un peu la suite parce que c'est quelque part, il y a aussi un côté grand cinéaste classique chez lui. Vous l'aurez compris, on vous conseille tous ces films, tous ces films de exploitation. On aurait voulu vous parler de plus de films, mais on a été pris un peu comme ça dans les échanges, dans les débats. On était un peu, comment dire, un peu passionné par le sujet parce que c'est un sujet riche, rarement abordé et qui mérite, sur lequel il faut se pencher, voilà. Et je voudrais donc vous rappeler que, pour vous faire une idée sur le sujet, le livre de Maxime Lachaud, paru chez Rouge Profond, donc Redneck Movie, Ruralité et dégénérescence dans le cinéma américain, un incunable, Maxime Lachaud, qui était venu dans notre émission hebdomadaire plusieurs fois parler de ce livre et parler aussi de la saga Massacre à la tronçonneuse lorsqu'on avait rencontré le regretté Toby Hooper pour quelques mots qui avaient été diffusés dans notre émission pour une série d'émissions autour de Massacre à la tronçonneuse avec Maxime Lachaud. C'était donc Culture Prohibée en mode live, l'épisode 2, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone, www.lesfilms de la Gorgone. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, Podcast et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, Damien Demey dit La Bête Noire de Compiègne, John Ferret dit L'Homme Mystère, Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, Louis Artige à la technique. Salut les gens, et à bientôt pour un numéro, on l'espère, de Culture Prohibée déconfinée.